Merci. Merci à tous d'être venus. Je ne suis pas très habitué de faire des conférences. Moi, je suis instructeur de locomotion. Je ne sais pas si vous savez trop ce que c'est. Je suis un professionnel en fait qui travaille au Centre pour déficients visuels à Bregy. Et j'aide les enfants et adolescents, donc de plus en plus petits, dès les 1 an, dès l'instant où ils marchent, jusqu'à 20 ans, à se déplacer en sécurité. Et aussi à justement créer une représentation de l'espace pour savoir où ils sont, et d'où ils partent et où ils vont. Voilà, ça c'est mon métier. Donc je voulais remercier vous déjà, remercier donc Valérie et puis Fanny pour m'avoir invité. Et puis je voulais remercier aussi, j'ai téléphoné à Catherine Chayel, j'ai remercié la journaliste, parce qu'on a eu un entretien d'1 heure hier matin, et mardi matin, et puis je me suis dit, qu'est-ce qui va ressortir de cette heure d'entretien? Et je trouve que l'article qu'elle a fait est plutôt bien fait, il n'y a pas de bêtises, et si ça vous a donné envie de venir, c'est très bien. Alors, la thématique, c'était comment traverser la ville quand on ne voit pas. Et puis en fait, c'est un aspect, mais le contexte qui nous a conduit à avoir cette thématique-là, c'est au mois de décembre, je crois, quand on a fait la première réunion, c'était un jeudi, et j'avais très mal vécu une réunion que j'avais faite à la mairie de Paris, de Besançon, pas Paris, mais Besançon, par rapport au plan d'aménagement du centre-ville de Besançon. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec la mairie de Besançon. Et quand j'ai vu le plan qu'ils nous proposaient, ça m'a vraiment mis en colère. Parce que je me dis, on a beau communiquer, on a beau échanger, j'ai beau aller à des réunions. Et finalement, je me rends compte que rien ne change en fait. Rien ne change. Et que la rue Gambetta, qui est pour l'instant au chantier et qui va être un petit peu le prototype de ce qui nous attend sur Besançon, était plutôt praticable pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais ce qu'ils nous proposent là, ça va être pire. Donc je me suis plutôt, je suis pas d'un naturel très colérique, mais là franchement, il y a eu incompréhension, frustration, et je leur ai fait comprendre. Donc en fait, l'idée, et j'ai évoqué ça donc avec Fanny et Valérie me dit, mais Jean-Luc, en fait, le problème c'est que tu communiques sur les normes, sur ce qu'il faut faire ou pas en termes de normes, mais tu ne communiques pas sur la culture de la déficience visuelle. C'est-à-dire que les personnes ne savent pas pourquoi il faut faire ça ou pas faire ça. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Et là, ce que je vous ai préparé ce soir, j'ai eu envie de le présenter à la commission intercommunale d'accessibilité à Besançon, qui réunit à la fois les élus et les techniciens, les ingénieurs, les architectes, les concepteurs, des rues de demain, du centre-ville de demain, pour que la ville soit plus accessible à toutes les personnes, mais voilà, pour moi, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai complété un petit peu la thématique en disant, c'est à la fois, ce soir, je vais vous parler de comment traverser une ville quand on ne voit pas, mais c'est comment agir pour permettre à une personne qui ne voit pas de pouvoir traverser la ville. Voilà. Alors j'aime bien cette petite phrase d'Albert Jacquard, qui était un généticien franc-comtois, et qui disait « Toute révolution est d'abord conceptuelle ». C'est-à-dire que si on veut que les choses changent, il faut porter un regard sur ce qui existe et être critique sur cette réalité-là. Mais je crois qu'on a un cerveau qui est un petit peu feignant, et puis on n'aime pas trop quand ça change, parce que ça perturbe nos habitudes, ça nous déstabilise. Et on est mieux quand on a nos habitudes, nos certitudes, nos croyances. Et voilà, je vais vous montrer, en fait, là, je vais faire une petite page, je vais vous montrer le plan. J'ai fait un plan en 4 parties. Dans une première partie, j'ai voulu vous montrer qu'il y a des gens, donc on va traverser la ville, mais on va traverser déjà un petit peu les siècles. C'est-à-dire je vais vous les montrer un petit peu dans l'histoire, qu'il y a des personnes qui ont révolutionné la vie des aveugles et des malvoyants. On verra après comment on est passé d'une société, on va dire, d'assistanat à une société de la loi qui impose à la collectivité des obligations.
Et ensuite, on va se projeter un petit peu à travers quelques chiffres pour se dire que, ok, regardons maintenant comment on est et qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 20 ans, d'entre-temps, par rapport à l'évolution de la population, par rapport à la déficience visuelle. Avec la journaliste, mardi matin, j'ai posé la question, parce qu'elle voilà, elle me posait plein de questions, puis je lui ai dit, mais pour vous, c'est quoi bien voir? Elle m'a dit, mais vous me posez une colle. Alors, à chaque fois que je pose cette question, je pose une colle aux gens. C'est toujours la même réaction, c'est tellement évident de voir que quand on ne voit pas, ben on ne sait pas ce que c'est. On a du mal à se projeter. Donc on verra un petit peu ce que c'est que bien voir. Et on verra comment la loi définit la malvoyance et la cécité en France. Ensuite, je vous montrerai quelques photos de la malvision, parce qu'en fait, on parlera ce soir à la fois de la cécité, mais aussi de la malvision. Et après, je vous donnerai quelques pistes que moi j'ai, avec mon collègue Pierre, jeune instructeur de locomotion, qui est là ce soir, ça me fait plaisir. Comment on fait pour poser un regard un petit peu global sur une situation. Ensuite, on verra plus spécifiquement la locomotion. Qu'est-ce que c'est que se déplacer quand on ne voit pas bien? On travaillera sur la représentation mentale, c'est-à-dire quelle image on se fait et comment on peut se faire des images quand on ne voit pas. Et après, on verra aussi comment on va stimuler les autres sens pour se créer des images. Et je vous présenterai un petit peu à la fois des outils pour se déplacer en sécurité, mais aussi des photos de rue que Pierre et moi avons faites sur Besançon pour vous montrer les obstacles que rencontrent les personnes qui se déplacent dans l'espace urbain. Et puis après, on échangera un petit peu. Ok, ça vous va? Ok, c'est parti. Alors j'ai recherché un petit peu dans l'histoire et en fait, ça remonte en fait le soin porté aux aveugles, ça remonte à 1260 et c'est Saint Louis en fait qui a créé donc l'hospice des 15-20. Les 15-20 c'est sur Paris et c'est une institution qui existe toujours. Voilà, et que vous devez connaître, qui est très réputé, qui est devenu même un centre à la pointe pour venir en aide des personnes déficientes visuelles. Et en fait, ce 15-20, donc c'était 15 bâtiments de 20 qui accueillaient 20 personnes, ça accueillait en fait 300 hommes et femmes aveugles Paris et qui étaient qui avaient donc le gîte et le couvert. Mais ces personnes, en fait, elles vivaient de mendicité, donc elles se déplaçaient dans les rues parisiennes en groupe. Donc d'après ce que j'ai pu lire dans les archives qui m'étaient accessibles, c'est que les personnes se déplaçaient en groupe, mais du coup tombaient beaucoup. C'était très compliqué. C'était aussi dangereux pour elles parce que les maisons prenaient feu et c'est des maisons de bois et du coup certaines personnes ne pouvaient pas s'échapper de leur maison. On fait un grand pas dans l'histoire. Alors il faut savoir quand même que les 15-20 ça a été un petit peu généralisé dans certaines villes françaises. Pourquoi 15-20 ? Parce qu'en fait c'était des unités de 20 personnes. C'était maintenant, on était... Bon, à l'époque, la logique, c'était 20. Donc, ça fait 15 bâtiments de 20 personnes. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure, justement, de... Toute révolution est d'abord conceptuelle, et il y a des gens qui sont plus sensibles et plus intelligents, le mot qui me vient, que d'autres. Et voilà, là, on arrive donc au XVIIIe siècle, et là, je vais vous parler de Valentin Haüy. Donc c'est un lettré qui était au service du roi. Il faisait toutes les traductions en espagnol, en italien, etc. Et c'est un monsieur qui a été influencé donc par la lecture de la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, de Diderot. Et voilà, donc il avait déjà une sensibilité par rapport aux personnes déficientes visuelles. Et il a été choqué. J'ai mis une photo là parce que c'est une photo que j'ai vue. On voit en fait des bourgeois qui sont attablés et en arrière-plan on voit des aveugles avec des chapeaux en fait, des chapeaux de fête en fait ou des chapeaux de clown, je sais pas comment dire, et ils tiennent des instruments de musique. Et l'idée c'était en fait de faire rire la population. Donc on se moquait des aveugles, à l'occasion d'une foire, la foire de Saint-Olive. Alors ça avait choqué quand même Valentin Haüy et
Il y a un deuxième événement qui est venu aussi, qui l'a surpris, c'est qu'une fois, il a donné une pièce à François Le Sueur, qui lui était aveugle, et François Le Sueur lui dit « Mais monsieur, vous me donnez trop, vous vous êtes trompé. » Et ce que je disais à Pierre ce matin, c'est que ce François Le Sueur, il a fait preuve d'honnêteté pour lui, parce que voilà, il ne méritait peut-être pas cette somme-là. Mais Valentin Huy, lui, il n'a pas été sur le versant moral en disant « Ah, il est honnête ». Il a dit « Mais il arrive, en touchant la pièce, à se représenter la valeur de la pièce. » Donc il s'est dit « Là, il y a quelque chose à travailler. » Et c'est à partir de là qu'il a, il a accueilli donc François Le Sueur, et il en a fait son premier élève. Il a appris à lire, il a appris à écrire et à compter. Les 3 opérations de base. Et en fait, ce n'était pas le braille, ça n'existait pas encore. Mais moi, j'ai visité le musée. En fait, toutes les lettres étaient écrites en noir, gaufrées. Donc, en fait, les personnes lisaient, en fait, comme nous, mais c'était quand même en relief. Donc, il a créé l'INJA, qui est toujours donc l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, qui est une école de référence. Et le deuxième révolutionnaire, c'était donc Louis Braille, dont vous avez déjà tous entendu parler, qui était un fils de bourrelier. Son papa travaillait pour tout ce qui était équipement pour les chevaux. Et puis, il se blesse un œil puis l'autre, et il devient aveugle. Donc, il intègre l'INJA. Et là, j'ai envie de dire, un peu en cachette, j'avais vu un film sur lui. Il crée donc l'alphabet Braille, basé, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est à partir d'une cellule de 6 points, il arrive à créer donc, fait, toutes les lettres de l'alphabet. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les militaires étaient très intéressés par son invention, parce qu'on pouvait se transmettre des messages dans la nuit, les lire, sans allumer de feu. Donc du coup, on était beaucoup plus discret par rapport à l'ennemi. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le braille il est toujours le modèle de lecture et d'écriture au niveau international, mais qu'en France, il y a 10 à 15% de personnes qui lisent le braille. Bien souvent, on me dit, la personne est aveugle et lit le braille, c'est pas systématique. Le troisième révolutionnaire, c'est une dame qui s'appelle donc, je pense que c'est Guilly d'Herbemont. Et cette dame, en fait, c'est donc une philanthrope et une écrivaine franco-belge. Elle a fait un double constat en se déplaçant à Paris. Elle s'est rendue compte que les automobilistes et les piétons, en fait, ne faisaient absolument pas attention aux aveugles. Et que la seule personne qui était respectée dans la rue, c'était le policier avec son bâton blanc. Donc elle s'est dit, finalement, on va donner des cannes blanches aux aveugles, comme ça, ils se feront respecter. Alors je peux vous montrer ceux qui veulent. Voilà, hop. Je pense que Philippe Henkel, mon ancien collègue des Salins de Bregy, qui en avait récupéré une. Donc c'était une canne, vraiment une canne blanche. Donc c'est un bâton de policier prolongé. Donc cette canne, la canne blanche, elle a été inventée et puis donc du coup officialisée par la préfecture de police de Paris à partir de 1830. Donc vous voyez ça, de 1930 pardon. Vous voyez ça a pas 100 ans. Donc et maintenant c'est la canne blanche, elle est reconnue dans le monde entier. Alors là j'ai mis quelques photos. On voit la remise des cannes aux personnes aveugles, le policier qui lève le bâton pour arrêter les voitures, et après on voit 2 aveugles qui traversent devant les voitures. Alors, là, ce que je voudrais dire, je ne vais pas vous... Comment ? Vous pouvez intervenir s'il y a des choses qui vous... Là, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des instituts qui se sont créés, évidemment, il y a eu l'INJA, etc. Mais tout ça, c'était quand même des associations, c'était pas vraiment reconnu. La première loi qui vient reconnaître, en fait, les personnes en situation de handicap, c'est la loi de 75, donc qui reconnaît à la fois les droits des personnes, qui reconnaissent aussi les centres pour les enfants, les IME, etc., mais pour les adultes, les foyers, mais aussi les ESAT. Alors, à l'époque, c'était les centres d'aide par le travail, les CAT. Voilà. Donc, il y a eu tous ces établissements, et puis aussi des allocations qui étaient versées aux enfants et aux adultes. Donc, l'AES à l'époque, et puis l'AH. Et ce qui s'est passé, quand même, avant cette loi de 75, qu'il faut dire, c'est que les personnes en situation de handicap ont payé un lourd tribut pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler considérant que les personnes handicapées avaient des vies inutiles. Donc, j'ai visité Buchenwald,
le centre de concentration de Buchenwald. Et je suis tombé sur une exposition, c'était noir sur blanc. Et en fait, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'était la preuve, noir sur blanc, qu'il y avait des atrocités qui avaient été commises d'une part, et c'était tout en noir et blanc. Mais voilà, donc les personnes en situation de handicap qui ont payé un lourd tribut. Et ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a créé des maisons pour les protéger. Donc en fait, c'est ce que M. Joseph Chovanec dit, c'est un monsieur qui est autiste Asperger et qui dit c'était la petite maison du fond des bois. C'est-à-dire que pour protéger les personnes en situation de handicap qui étaient vulnérables, on les a éloignées des villes. Hein, et voilà, comme ça, elles étaient protégées. Ce qui s'est passé, c'est que, vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de dérives aussi, alors pas beaucoup, en tout cas certaines, notamment Émile Louis, voilà, avec les disparus de Lyon, avec des meurtres, etc., qui faisaient des meurtres, en fait, en toute impunité, quelque part, et dans l'ignorance. Et là, les pouvoirs publics se sont dit, non mais ça va trop loin, il va falloir quand même qu'on interroge les instituts sur ce qu'ils font, et il faut qu'on évalue ce qu'ils font. D'où la loi 2002, où là, on remet la personne au cœur du dispositif, on co-construit son projet, et chaque établissement a une obligation de rendre des comptes sur ce qu'il fait. Et enfin, la troisième loi, qui est celle pour l'égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc celle-là, elle conduit justement à l'inclusion. Le centre régional, donc le centre ressources pour déficients visuels actuellement, il a été créé en 1970. Et j'ai envie de dire, c'était un centre d'enseignement et d'éducation spéciale. Maintenant, il a fermé ses portes en tant qu'école. Tous les enfants aveugles et malvoyants de Franche-Comté sont scolarisés dans l'école de la République. Ce ne sont plus les enfants qui viennent à Bregy, ce sont les professionnels qui vont aux enfants. Un enfant, il doit être dans sa famille. Son premier éducateur, ce sont ses parents. Voilà. Donc, cette loi, elle est allée très loin, parce qu'elle a modifié beaucoup le médico-social, mais du coup, par ricochet, elle doit modifier l'éducation nationale. Donc, inclusion scolaire, universitaire, professionnelle, mais aussi adaptation de tous les établissements recevant du public, quel que soit son handicap, et respecter aussi la chaîne de déplacement dans les transports en commun. Un enfant, s'il est à Bregy, il faut qu'il puisse aller dans toutes les écoles de Besançon, voire au-delà de Besançon. Ce qui nécessite des aménagements, donc des architectes sensibilisés. Voilà, donc là, j'aime bien cette photo, c'est une modélisation de l'inclusion sociale. C'est-à-dire qu'on voit que, je me demande, avant 1970, où allaient les petits-enfants aveugles et malvoyants de Franche-Comté. Très vite, en 72-73, quand le centre a été créé, on est arrivé très vite à 100 élèves. Là, on en suit toujours 120, ça c'est constant depuis le début. Mais je me dis, avant, où est-ce qu'ils allaient? Les écoles les plus proches, c'est Strasbourg, Lyon ou Paris. C'est pour Style. Comment? À Style. Style, ouais, Style, c'est oui, mais c'est 72. Oui, mais Style, c'est Strasbourg, c'est là-haut, c'est l'Alsace. Non, c'était Style, après Strasbourg. Alors Style, c'est à côté de Strasbourg, c'est l'Alsace. Oui, c'est ça, c'est à oui. côté de Mussy. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, qu'en termes d'éloignement, en termes de... Ouais, non, mais c'est bien témoigner, hein. C'est pas à sens unique, hein. Moi, c'est ouvert à tous. Voilà. Et après, en fait, ce qui s'est passé, on a créé des établissements bien spécifiques par catégorie de population. Et ensuite, moi j'ai connu ça aussi, c'est qu'on est passé à l'intégration, c'est-à-dire que les enfants n'étaient plus scolarisés, je pense aux collégiens à Bregy, mais ils étaient scolarisés au Collège Lumière à Besançon. Mais ils étaient dans une classe fermée. Et maintenant, tous les enfants sont scolarisés dans toutes les écoles. Alors là, c'est le versant plus par rapport aux chiffres. Donc en France, alors ça c'est des sources de la Fédération française des aveugles de France. Il y a 1,7 million de personnes atteintes de troubles de la vision, donc 207 000 aveugles, donc qui n'ont pas de perception lumineuse, ou des malvoyants profonds, donc qui distinguent une silhouette. Et il y a 932 000 malvoyants moyens, c'est-à-dire qui ne distinguent pas un visage à 4 mètres, ou pour qui la lecture est impossible.
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu aussi ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il y aura une augmentation des personnes déficientes visuelles du fait du vieillissement de la population. Parce que là, une des premières causes, j'ai fait un petit focus sur la DMLA. En 2008, il y avait 1 million de personnes qui souffraient de DMLA. Et les projections, c'est 2 millions en 2028. Voilà, ce qui signifie, alors je suis désolé, je lis un petit peu, mais c'est statistique, c'est 30% des personnes de plus de 75 ans, donc ça veut dire qu'il y en a quand même voilà, il y a quand même une personne sur 3 qui va souffrir de DMLA après 75 ans, et donc c'est la première cause de cécité légale, donc moins de 1/20 en France pour les personnes de plus de 50 ans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, penser l'espace urbain dès maintenant, c'est aussi penser à nous demain, parce que voilà, si on vieillit plus longtemps, il y a un fort risque pour qu'effectivement on ait des difficultés à déambuler. Alors, bien voir c'est... Alors c'est c'est voir net de près et de loin. Hein, c'est ce qu'on sait quand on va chez l'ophtalmo, généralement il va tester notre adaptation, voilà, et notre acuité, et voilà, on peut voir à la fois de très loin, dans la seconde qu'après, on peut voir très près. Il y a aussi tout ce qui concerne le champ visuel. Quand je regarde une personne, quand je vois une personne, je vous vois tous. Donc c'est ce qu'on appelle le champ visuel. Et ça permet aussi d'avoir, quand on a un champ visuel, je vais dire ordinaire, ça permet aussi d'avoir le sens du danger. Hein, une trottinette qui passe à côté de nous à toute vitesse, on se protège, parce qu'elle entre dans notre champ visuel. C'est la vision des couleurs aussi. On est dans une société où il y a de plus en plus de couleurs. Chaque enseigne a ses couleurs ou sa couleur. Et si on veut travailler après, c'est vrai que le fait d'avoir un problème dans la distinction des couleurs, ça peut être problématique. C'est la vision des contrastes et la vision des reliefs. Hein, une personne qui est malvoyante, très malvoyante, elle peut peut-être percevoir un contraste, mais elle ne va pas savoir s'il y a un relief ou pas, si ça monte ou si ça descend, ou si c'est juste une différence de couleur. Bien voir, c'est notre œil qui s'adapte au jour et à la nuit. Et il y a certaines personnes qui peuvent souffrir, qu'on dit qu'ils sont photophobes, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement sensibles à une lumière ordinaire, et qui peuvent très bien se débrouiller quand il y a de la lumière, mais qui peuvent se retrouver en situation de cécité la nuit. Et puis, c'est voir les autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, la communication, elle ne passe pas seulement par les mots, elle va passer aussi par toutes les attitudes, par tout ce qui est communication non verbale. C'est voir les choses, voilà, les petites, hein, on peut voir des petites pièces, mais on peut voir aussi des choses très grandes, on peut voir la Tour Eiffel, on peut voir le Mont Blanc, on peut voir un océan, on peut voir très loin. Ça permet aussi, alors c'est ce que me disait la journaliste, elle m'a dit, je me suis rendu compte que je ne voyais pas bien, c'est parce que en fait, j'étais fatigué. Je ne voyais pas net et en plus ce soir j'étais fatigué. Ben oui, parce qu'il y a les écrans, il y a des ambiances lumineuses, il y a des ambiances environnementales qui font que on est fatigué, on ne voit pas bien. Et puis bien voir, ça permet d'estimer et d'anticiper les dangers. Je vais vite. Hein. Bien voir, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vue, elle domine tous les autres sens. 80% des informations qu'on prend dans l'environnement viennent de la vue. Si vous cuisinez, vous allez cuisiner, si vous avez un coup de téléphone, d'un seul coup, vous allez sentir que ça cuit un peu fort, et l'odeur va attirer votre attention, et vous allez voir si c'est cuit ou pas, voilà, s'il y a un problème. Si vous entendez un bruit dans la rue, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'est tout le temps la vue qui vient finalement confirmer votre intuition. Et là, je disais, c'est une prof de Toulouse qui disait, quand on pose son regard sur son environnement, on arrive à voir 40 choses, ou identifier 40 choses, ou 40 propriétés de ces choses-là. On peut voir une forme, on peut voir un vêtement, on peut nommer plein de choses. Et c'est là où ça ramène aussi à toute l'éducation, c'est-à-dire que quand on est un enfant aveugle, forcément, l'enfant aveugle, il va voir ce qu'il touche, en fait. Donc, il y a un déficit, en fait, au départ, dans le sens où un enfant peut avoir jusqu'à 4 à 5 ans de retard sur ses camarades, mais après, il les rattrape. Il les rattrape progressivement, il y en a même qui les dépassent.
Autrement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, l'aveugle, il a besoin de toucher pour pouvoir se représenter la forme. Et les bébés aveugles congénitaux, il y a une différence entre un bébé qui naît aveugle et un enfant qui devient aveugle. Dès l'instant où le cerveau a été, dès les premiers mois, a été imprégné de la 3D, il a plus de facilité après à construire une représentation mentale spatiale. Pour un enfant qui n'a jamais vu, c'est très compliqué. Que dit la loi en France? Elle dit qu'on est malvoyant quand on a une acuité visuelle inférieure ou égale à 3/10 du meilleur œil après correction. Alors, au CRDV, on accueille des enfants jusqu'à 4/10. Voilà. Comment? Voilà. Alors après, des fois, ce qui se passe aussi, c'est que les enfants, quand ils arrivent, quand ils sont petits, c'est difficile de poser un diagnostic très précis. Parce que l'œil, il est en cours de maturation. Et puis des fois, il est motivé pour répondre à l'orthoptiste ou pas. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Donc, il a pris en compte, vous avez vu tous les critères pour bien voir, mais le législateur, il a pris en compte 2 critères seulement, l'acuité visuelle et le champ visuel. Le champ visuel, en fait, c'est comme un faisceau qu'on a devant soi quand on met les bras à peu près, voilà, et bras tendus devant soi. C'est ça. Un petit peu plus. Et la cécité, c'est une acuité visuelle égale ou inférieure à 1/20, soit 0,05 du meilleur œil après correction. Et un champ visuel, donc réduit à 10 degrés, là c'est vraiment devant soi. Donc c'est l'un ou l'autre. Et bien souvent, quand on a un champ visuel réduit à 20 degrés ou à 10 degrés, on n'a pas 10 sur 10. Je ne connais pas. Alors là, voilà. J'ai fait 4 photos. Une avec une vision tubulaire. Alors je ne sais pas si vous arrivez à deviner ce qu'il y a, mais on ne voit pas grand-chose quand même quand on a une vision tubulaire. Vision tubulaire, c'est comme si on voyait dans un tube. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une vision tubulaire, on conserve les cônes à l'intérieur de la rétine, mais on n'a plus les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est ce qui nous permet de voir la nuit. Donc, certains de nos élèves peuvent très bien aller au collège ou au lycée, se débrouiller très bien en journée, mais par contre, le matin, surtout en période hivernale, quand il faut se lever tôt pour aller prendre le bus, ils ont besoin d'une canne. Voilà. Et le soir, pareil. Ou alors, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a plus de vision centrale, mais on a une vision périphérique. C'est ce qu'on va retrouver plutôt dans la DMLA. Parce que la DMLA, c'est la partie centrale de la rétine, ce qui permet de voir les couleurs, de voir tout ce qui est fin. La vision floue, et ça, c'est la vision normale. Voilà. C'est pas les déficients visuels, en fait, on ne peut pas corriger avec des lunettes. Oui. C'est ça aussi qui fait qu'on est déficient visuel, c'est que la pathologie qu'on a ne peut pas être corrigée avec des lunettes ou des lentilles ou quoi que ce soit. Voilà. Quand je disais tout à l'heure après correction, ça veut dire que le maximum qu'on puisse voir, c'est 4/10. C'est pas 4/10, c'est avec correction. Donc ce que dit Pierre, c'est ça. C'est pas parce que quand on fait des sensibilisations dans les écoles, il y a les enfants ils nous disent il faut leur mettre des lunettes. Mais mon petit copain, il n'a pas de lunettes. Oui, mais les lunettes, si on ne lui en propose pas, c'est que ça ne va rien lui apporter de plus. Voilà. Comment pallier la déficience visuelle? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, j'ai pris les 3 mots, c'est le principe de Wood. Wood, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a une déficience. Il y a une déficience qui est corporelle. Elle peut être visuelle, physique, etc. Donc elle touche le corps. Cette déficience, elle va générer des incapacités. Si je n'ai pas un bon fonctionnement de mon œil, je vais être gêné dans la vie. Voilà. Et après, ça va générer des désavantages, un handicap, c'est le reste. Donc en fait, il y a 4 leviers d'action. Et le premier, ça va être déjà de s'intéresser à l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à la personne de mieux voir? Donc on va proposer des lunettes de soleil, des fils, des surlunettes. On va rééduquer l'œil en orthopsie. Les orthoptistes, ils ne permettent pas à la personne d'augmenter l'acuité. Ils vont aider la personne à mieux voir à partir de leur potentiel. Elles vont proposer aussi des loupes, elles vont proposer des lampes. Et nous, les instructeurs, on va proposer des monoculaires. C'est-à-dire pour monoculaire, c'est voir avec un œil. Donc on va pouvoir viser et puis pouvoir voir de loin. Ça aide beaucoup. Donc, premier centre d'intérêt, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut apporter à l'œil. La deuxième chose,
c'est qu'on va apprendre à l'enfant, aux personnes malvoyantes, aveugles, à trouver, à adapter les documents. Alors je vous ai amené ici, vous verrez, il y a des documents, alors juste, je vous montre, allez hop, c'est parti. Voilà, ça c'est un livre, hein, on dit, parce que je parle tout à l'heure après du braille. Ça c'est un livre qui s'appelle donc En avant Lucie, c'est notre ancienne collègue, donc Aline Roussillon, qui a écrit ce livre, voilà, quand elle était en retraite. Donc ce livre, si un enfant de Brégy veut le lire en braille, d'accord, il va lire ceci. Voilà le livre En avant Lucie. C'est 4 exemplaires comme ça. D'accord? Voilà. Et il y a une autre façon. Voilà. Et il y a le braille abrégé, donc on passe à 3 volumes. Voilà. Donc on gagne quand même 25%, mais quand même. Voilà. Et il y a aussi, on a un service de transcription, et où, vous voyez, on va proposer ce qu'on appelle du noir agrandi. Hein? Donc après, là, voilà, il y a des... là, c'est en 22, voilà, Luciole 22 gras, etc. Arial 18 gras. En fonction de la police de confort de l'enfant, on va lui proposer le livre. Voilà. Et quand on dit braille, il faut penser aussi volume derrière. D'où l'intérêt, parce qu'il y a aussi un ex-collègue qui est là, d'avoir de l'informatique, Thibaut qui est là, de l'informatique spécialisée, parce que maintenant donc, il y a des ordinateurs qui permettent justement de concentrer toute cette masse d'informations. Et les livres audio, Alors les livres audio, oui, mais c'est pas... Sur pareil, quoi, tu entends en fait, mais tu lis pas. Enfin, c'est une démarche plus passive en fait, une démarche active. Hein. C'est comme quand tu écoutes la... Si tu l'écoutes ou si tu lis, c'est pas pareil. Je pense que le cerveau, c'est pas la même chose. Après, il y a des gens qui préfèrent, s'ils ont l'habitude avec la lecture, par exemple des gens qui ont perdu récemment la vue, ils ont besoin de lire. Enfin, ils n'aiment pas trop l'audio, donc ils apprennent. Il y a pas mal de gens qui ont perdu la vue, qui essayent d'apprendre le braille pour mieux trouver ce sentiment de... Enfin, ce plaisir de lire. Ils en ont besoin. On ne profite pas d'un livre avec l'audio, je trouve qu'on perd la concentration. Des fois, on n'est pas concentré à 100%, alors quand on lit, on a tous nos sens et on profite mieux du livre. C'est les mêmes zones du cerveau qui sont utilisées pour la lecture en braille que pour la lecture avec les livres. Ok. On va proposer aussi, donc, merci, hein, vous pouvez intervenir, hein, c'est très bien. On va proposer aussi la rééducation dans les actes de la vie journalière. Il faut penser que quand on voit pas, comment je fais pour faire ma toilette, comment je fais pour manger, comment je fais pour faire mes lacets, comment je fais pour reconnaître les pièces de monnaie, comment je fais pour me maquiller quand je suis une femme, comment je fais pour me raser quand je suis un homme. Tout ça, il y a des techniques particulières. Et donc notre collègue Alexandra, elle a été formée aussi pour aider les personnes à ça. Les instructeurs de locomotion, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et donc l'informatique spécialisée. Donc ça, en fait, c'est tous des apprentissages qui viennent se greffer en plus de ce que font déjà les enfants. Le troisième volet, ça va être l'aménagement de l'environnement. Donc là, en fait, il y a une obligation maintenant d'aménager tout ce qui est le cadre bâti. Et c'est là où j'interpelle des fois les architectes, parce que du coup, en venant ici, je me suis dit, il y a des trucs quand même qui sont... Mais je me rappelle, j'étais allé en Haute-Saône, j'étais allé visiter un collège, et c'était un collège, en fait, le préau, c'était... il y avait donc le préau, c'était 20 ou 30 poteaux. Donc, bitume noir, poteau noir, plafond noir. Tout noir. Tout bien, voilà. Et le truc, c'est que quand nous, instructeurs de locaux, on va et on dit ce qui serait bien, c'est quand même peut-être de mettre des bandes blanches sur les poteaux. Ah non, l'architecte ne voudra pas. C'est son œuvre. Hein. Et ça, c'est quand même assez terrible. Alors après, toujours dans ce même bâtiment, il y avait un couloir, une passerelle entre deux bâtiments, et en fait, il y avait des Velux qui étaient tous, qui s'ouvraient tous sur comme ça sur les côtés, quoi. Ça veut dire qu'on passe avec la canne, et là, on se prend les Velux dans l'épaule ou dans la tête en fonction de là où était placé. Mais c'était tout placé un petit peu dans tous les... Voilà. Donc, et ça, vous ne pouvez pas. Même encore un autre bâtiment.
tout gris. Et là, même les mains courantes étaient grises. Donc pour une personne malvoyante déjà, dans un escalier tout gris, main courante grise, elle ne va jamais pouvoir se situer et encore moins repérer où est la main courante. Je dis, mais ce qui serait bien, c'est quand même de peindre les mains courantes en noir au moins. Ah non, l'architecte ne voudra pas. Alors, je ne sais pas si c'est les directeurs, les proviseurs, les principaux qui se couvrent en disant, je ne vais pas engager d'argent là-dedans. C'est plus simple. C'est plus simple. Ou est-ce qu'effectivement, il y a une espèce, ou est-ce que les architectes protègent leur bébé en disant, non, non, il ne faut pas toucher. Mais ça pose, voilà, il y a des fois on est quand même confronté à ça, et ça, je trouve que c'est dommage. Mais en fait, moi, c'est ce que je disais, Jean-Luc, quand on est allé à la Boulois avec Anne, c'est qu'on a tout un tas de réglementations qui s'imposent aux concepteurs, hein, voilà, qu'on a déjà de la peine à intégrer par moment, parce qu'on ne sait pas derrière ce qu'il y a en fait vraiment. Parce que, bien sûr, on sait que c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse se repérer, vivre, etc. Mais on ne sait pas, enfin, tant qu'on n'a pas été à la place, voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on partage. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. J'ai cherché un peu, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, parce que des fois ça se passe très bien, mais je cherche un petit peu. C'est souvent quand même, parce que moi, j'ai jamais rencontré d'architecte. Je suis toujours à négocier avec les. Voilà, c'est pour ça que j'en profite, parce que je me dis, c'est là où il faut parler d'aménagement. Mais c'est souvent, alors voilà, après je sais que voilà, dans les collèges, soit c'est leur fonds propres, ou alors il faut demander au département, est-ce que c'est des sommes d'argent qu'il faut sortir? Je ne sais pas. En tout cas, souvent on nous dit, non, non, l'architecte ne voudra pas. C'est pas une histoire de coût, oui, bon, de volonté. Non, je pense que c'est une histoire de sensibilisation, parce que tout le monde, enfin, moi, avant de connaître une personne aveugle, je ne me suis pas dit qu'il fallait avoir des contrastes forts pour qu'il y ait perception d'espace. Donc il faut tout simplement énoncer le problème pour qu'il soit pris en compte. C'est aussi simple que ça. Hein. L'architecte, il n'a pas une passion pour le gris spécialement. Il sait dans son cahier des charges que la question, enfin, si dans son cahier des charges, je dirais même mental, que la perception pour les personnes malvoyantes se fait par des contrastes augmentés, peut-être qu'il en tiendra plus compte dans sa façon d'aborder le projet. Et il faut le vivre aussi. Moi, je lisais l'article de l'Est républicain qui disait que tu avais commencé par faire 3 mois, enfin, vivre 3 mois dans une ville les yeux fermés. À Paris, oui. Et donc je pense que ça, c'est quand même aussi... Enfin, on a fait l'expérience, nous, dans des spectacles, mais c'est bien d'être. C'est ça. Faut se mettre, c'est ce qu'on appelle l'empathie sensorielle. Et c'est ce qu'on apprend en formation d'instructeur en AVJ et en LOCO. C'est-à-dire que dans notre formation, on passe un tiers de notre temps sous bandeau ou sous lunettes. Permettez-moi, je voudrais faire une remarque par rapport aussi, il y a aussi le côté pratique, parce qu'on ne parle pas seulement de l'accessibilité, parce que dans certains bâtiments, moi j'étais par exemple à la PAC, à l'amphi, pour accéder à un amphi, le passage est étroit, et donc il y a aussi le côté pratique, il y a du bon sens des fois de l'architecte d'agrandir un peu l'espace, ou il y a aussi une logique des fois à suivre pour être plus pratique. Donc, il n'y a pas que la sensibilisation à l'handicap, quoi. Je sais pas. Le bon sens, tu veux dire? Oui, bah, de faire passer un flux de 200 personnes dans un couloir d'1 mètre de large, pas 200 personnes dans un sens, puis 200 qui en sortent. C'est bon, je pense que les architectes prennent note. Hein. Juste pour l'esthétique, voilà, c'est juste pour l'esthétique. Il y a une réglementation. Pour avoir du bon sens. Un architecte va pas. Ah, c'est bien. Il y a une réglementation qui est mise en œuvre et on doit la respecter. Et souvent, on a l'intuition que ce qu'on fait n'est pas logique. En particulier, je parle des rayures dans les parkings pour aller d'un endroit à un autre, pour guider le malvoyant jusqu'à une voiture. Souvent, les bandes ne mènent nulle part, mais elles existent. Et, en l'absence de ces bandes, on les sanctionner. Mais en fait, un bâtiment avec tous les dispositifs pour les malvoyants, il n'est pas forcément adapté. C'est-à-dire que la logique n'entre pas en compte. C'est forcément, la réglementation, c'est un corpus de lois, mais il faudrait en fait adapter un bâtiment qui
quelqu'un qui vous guide pour la logique, parce qu'on ne comprend pas toujours. C'est ça. Mais ça, il faudrait que ce soit fait avant même la présentation du projet, que ce soit fait vraiment en amont, au moment où le projet il est en construction, déjà en réflexion. Au moment où il est en réflexion, faire appel à des personnes qui sont justement spécialisées après dans chaque handicap. Là, on parle de la déficience visuelle, mais il y a tous les autres handicaps qui sont vraiment importants. Et pour vraiment mettre du sens en fait sur les réglementations qui ont été mises par la loi. Parce que ouais, les bandes de guidage, c'est bien, mais moi j'en ai déjà vu qui venaient au parking. Donc, le parking il est grand. Voilà, le parking il est grand, et puis si la personne elle est toute seule, généralement, elle n'a pas besoin d'aller au parking. Et voilà, et en fait c'est ça, c'est vraiment faire appel aux spécialistes au début du projet et pas à la fin, où là ça peut être compliqué de devoir modifier les choses. Alors, le spécialiste pour nous c'est le bureau de contrôle. C'est quoi? Les spécialistes pour nous c'est le bureau de contrôle. Ouais. C'est les seules personnes qui analysent pour notre projet sur ce point. Ouais. Mais on n'a pas de personnes qui soient sensibilisées au problème des malvoyants et qui savent analyser un projet architectural. Vous en avez un là? Mais là, on touche, vous nous faites porter pas mal de choses. Mais en fait, l'important pour vous aussi ce soir, c'est de comprendre quel est le sens du travail d'un architecte. Au début, l'architecte, il est un petit peu comme un aveugle, c'est-à-dire qu'il a un espace dont il a la mémoire du contexte, parce que le contexte existe, et puis lui, il va travailler à l'organisation d'un plan, d'un fonctionnement, d'un espace, et au départ il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il est comme tout aveugle dans un espace où il n'y a rien. Donc il va construire un contexte, il va se donner des références, et il est un petit peu comme le travail de l'architecte, c'est d'organiser l'espace. Et au départ, avant qu'il y ait des normes, il y a le travail de l'architecte. Donc resituer le travail de l'architecte, ensuite il va composer avec des tas d'éléments, mais le travail fondamental de l'architecte, il est celui de construire une organisation de l'espace avec des qualités architecturales, dont je pense qu'on va l'aborder à travers d'autres sens que celui de la vue, celui de l'espace en tant que tel, celui de la perception, celui de son équilibre, de son harmonie, de sa composition, de son organisation. Et en fait, moi j'espère que cette soirée va nous permettre de bien comprendre ce qui nous assemble, nous lie tous, c'est bien cette question par rapport à cette organisation de l'espace global. Parce que dès que vous arrivez aux normes, tout ça, vous arrivez à une complexité qui dépasse le travail de l'architecte et le sens et la façon dont nous on a à prendre en compte. Nous on questionne l'espace, on est un petit peu comme vous, on est sur des tâtonnements. Et ça serait, moi je trouverais intéressant que la soirée nous amène à parler de ce qui nous unit, ce qui nous fait questionner l'espace. Parce qu'on le questionne de la même façon. Tout à fait. Non mais là c'était des petits exemples. Non, parce que quand on nous cherche, on nous a... C'est pas contre vous, c'est juste pour expliquer vraiment que les difficultés, c'est en travaillant tous ensemble, et puis en sollicitant les professionnels qui sont aussi spécialisés là-dedans, on peut arriver aussi à un espace qui est complètement accessible pour tout le monde. Mais je pense aussi esthétique aussi. Je pense que, comme vous verrez, quand on va faire les visites et quand vous serez non-voyant dans des visites, en binôme avec des architectes, c'est-à-dire que ça va être très intéressant, c'est des moments qui seront très intéressants. Là où vous percevez l'espace, vous percevez la contrainte, le truc qui ne fonctionne pas, et l'architecte qui va vous parler de l'espace et qui va peut-être mieux voir ce que vous allez lui dire, ça va être des moments tout à fait importants par rapport à la perception de l'espace, à la façon de le composer, ou de le comprendre, ou de le arpenter. Ces moments de dialogue, ils seront très, très, très forts, je pense. C'est ce qui se passe avec la commission des experts d'usage ou l'accessibilité. On a déjà été contacté pour la grande bibliothèque, qui est encore sur plan, en gros, et maintenant on a déjà discuté pour les espaces, pour partager toutes sortes d'handicaps, donc c'est très intéressant. Et ça, vous le faites comment? Vous êtes avec l'architecte directement? Comment ça se passe? Vous êtes aveugle avec l'architecte? Avec les architectes, avec le projet, pour savoir où modifier les espaces ou adapter les espaces.
la grande bibliothèque, qui est quand même un projet très important. Donc, on a discuté, Jean-Luc en fait partie, Patricia, on a plusieurs ici. On est régulièrement concertés pour ça. C'est ça. Même on était là, il y a une réflexion aussi de création d'un bâtiment au lycée Saint-Jean pour les bacs, voilà, au-delà du bac. Et c'est vrai que quand les choses sont prises en avant, l'architecte est venu, il nous a présenté les plans, on a interrogé, toutes les familles de handicap ont interrogé, il a pris note, il a dit j'avais pas pensé à ça, ça c'est bien, etc. Là on voit qu'on est dans de la co-construction quelque part d'un projet, et c'est vrai que l'architecte il peut pas penser à tout d'un coup, comme tu disais, hein, il est dans... et c'est là où c'est vraiment la temporalité du projet, je trouve que c'est très important. C'est ce qu'on aimerait faire dans l'atelier avec les services de la ville sur l'espace public. D'accord. De le faire comme ça aussi, de le construire ensemble. Ouais. Donc là, c'était pas pour titiller les architectes, c'était juste pour dire. Non, mais c'est pour dire ce que dire. Vous êtes au départ du projet. Nous, on est à la fin. Moi, je me mets avec les personnes en situation de handicap visuel, et au milieu, il y a des gens. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils nous font des réponses, mais vous savez pas les questions qu'on pose. Parce que vous êtes trop en amont. Voilà, c'était un peu ça aussi. Non, mais on est là pour se discuter. Voilà, l'aménagement de la voirie. Voilà, et aussi, voilà, c'est tout ce qui est aménagement aussi des transports en commun. Là, la mairie de Besançon est un projet, ça s'appelle le projet EasyMob. C'est pour aider justement aux personnes en situation de handicap visuel à se déplacer dans l'espace Ginko. Et c'est un projet qui est novateur, qui existe pour l'instant uniquement dans la région parisienne. Et voilà, il y a un projet, voilà, et qui sera adapté après à d'autres handicaps. Voilà. Ça va consister en quoi? Alors, le projet EasyMob. Oui. Alors, le projet EasyMob, c'est un projet donc, qui a été conçu par 3 ingénieurs parisiens qui avaient un professeur à l'école donc, qui était aveugle. Et ils ont conçu une application qui est téléchargeable gratuitement sur son portable, qui permet de détecter l'ouverture des portes des bus et des trams, qui permet de détecter les places libres dans les transports en commun, qui permet aussi de sortir au bon endroit. Et l'avantage de cette application, voilà, c'est un GPS. Elle va, si vous dites je suis à tel endroit au point A, je vais aller au point B. Si au milieu vous avez une grosse plateforme style Chamar, style Thémis, etc., elle va vous guider pas à pas à l'arrêt de bus ou de tram de votre correspondance. Et ça, je trouve que c'est très novateur. Derrière moi, on reçoit beaucoup de trucs avec des bracelets, avec des trucs qui vibrent et tout ça. Bon, on n'a pas vraiment trouvé que c'était pertinent, mais cette application-là, qui va pouvoir être intégrée dans l'application Ginko, ce n'est pas une application en plus. Hein, vous allez dans Ginko, et là, vous avez cette application-là. Elle existe, là. Alors, elle existe, elle est en phase de... Elle est en test. Elle est en phase de test, en phase oui. de test, elle va être présentée à la presse le 21 février. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle a été testée par des malvoyants? Oui, Oui. je connais un personnellement. C'est ça. Et ma voisine de gauche aussi. Et ça fonctionne vraiment bien, c'est souple. On n'a pas d'application plus adaptée que celle-ci. Moi, je fais partie des gens qui regrettent qu'elle soit un jour intégrée à Ginko, mais c'est leur souhait, c'est leur choix. Mais comme je suis un garçon pas très sympathique, je vais avoir tendance à dire que à la prochaine mise à jour de l'application Ginko, tout le travail sera saccagé, c'est dommage. Mais cela dit, ça reste le projet d'EasyMob de s'intégrer là-dedans et à l'état détaché de l'application Ginko. EasyMob est sans doute l'application la plus accessible que j'ai jamais utilisée, fluide, simple. Et c'est une chance, il faut tester, c'est tout. Évidemment, on peut discuter du fait de est-ce que c'est tellement intéressant d'avoir un truc qui nous permet de repérer les portes maintenant que dans le tram de Besançon, ce qui est maintenant la coutume, c'est que toutes les portes s'ouvrent, ce qui nous permet quand même d'entendre où elles sont. En direct, quand la porte s'ouvre, ça va pas ça. Donc ça c'est pareil, ils sont très ouverts, hein. Ce sont 3 jeunes ingénieurs qui sont très ouverts pour adapter et toujours perfectionner leur... Mais quand vous êtes dans le bus, c'est quand même très intéressant de savoir que votre arrêt c'est le prochain. Il y a déjà d'autres applis qui le font, très bien. Mais voilà,
fort de cette appli, c'est d'être guidé sur les points d'échange en correspondance. Voilà. Tout ce qui est aménagement de la voirie, c'est important aussi. L'idée quand même maintenant, c'est de supprimer les trottoirs à Besançon. Pour les voitures. Voilà, donc l'idée c'est ça. Donc voilà, il faut que nous on reste vigilants pour une personne qui ne voit pas, comment elle va faire pour savoir, pour se situer voilà, sur un trottoir. Et parce que même si c'est des rues, si c'est des rues qui sont très peu passantes, il y aura toujours des voitures. En plus maintenant il y a des voitures électriques, donc on ne les entend pas. Donc il faut quand même qu'il y ait toujours une zone qui soit repérable, soit avec la canne, soit... Oh, ça partit. Voilà. Donc il faut rester très vigilant par rapport à l'aménagement aussi de la voirie, mais j'y reviendrai. Et puis le quatrième aspect, c'est les relations amicales, sociales et professionnelles. Maintenir les liens amicaux, les liens sociaux, demander de l'aide psychologique ou technique à certains moments, apprendre à faire autrement. Et puis aussi, je pense à toutes les personnes qui sont dans l'emploi ou qui recherchent un emploi. Eh ben il y a des Cap Emploi qui existent. Parce que la vie sociale, ça passe par le travail. Et le travail, ça passe aussi par l'autonomie de déplacement. Alors, la locomotion, je vous ai donné deux définitions. Une de Dominique Boulier et puis une de Philippe Aymon. En fait, elle consiste à permettre à une personne de se déplacer. Et nous, les maîtres mots, c'est ça. C'est de façon la plus autonome possible, avec un maximum de sécurité et d'aisance. Et pour nous, les mots autonomie et puis sécurité sont évidemment fondamentales. Et puis donc Philippe Aymon, qui était directeur de l'école instructeur de locomotion, il disait la locomotion, c'est maîtriser l'environnement et non pas fonctionner par conditionnement sur quelques trajets déterminés. Moi, je compare ça au permis de conduire. On vous apprend, en fait, on modélise un certain nombre de situations pédagogiques, on vous fait apprendre et après c'est vous qui transposez vos savoirs et vos méthodes. Mais en locomotion, c'est la même chose, un petit peu plus compliqué, mais l'idée elle est là. Donc quand on y dit est-ce que tu peux permettre à cette personne d'aller de là à là, ben oui, mais non. Voilà. Maintenant on va faire un petit jeu. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Et puis, je vais évoquer quelques mots et vous me direz quand vous aurez l'image dans la tête. D'accord ? Voilà. Donc, je vais vous demander de dessiner. Donc, je vais vous demander de dessiner une assiette creuse. Est-ce que vous l'avez ? Vous l'avez. Maintenant, je vais vous demander de dessiner une voiture. Vous l'avez ? Maintenant, je vous demande de dessiner la tour Eiffel. Vous l'avez ? Ok. Maintenant, je vous demande de dessiner une sac-boute. Une sac-boute. Alors, vous bloquez ? Bon alors, on va réviser, on va regarder si vous avez juste. D'accord ? Voilà, une assiette creuse, vous l'aviez à peu près ? Oui. Ok. Elle est où l'assiette ? Alors, vous ne la voyez pas ? C'est noir sur blanc, ça manque de contraste. La voiture. Bon, j'ai pris une voiture un peu de sport. Vous l'aviez à peu près aussi ? Pas comme ça. Avec... Voilà, peut-être un petit peu plus modeste. La tour Eiffel, vous l'aviez ? Très bien. Et maintenant, la sac-boute. Ça vous dit rien, la sac-boute ? Voilà, trombone. Qui c'est qui l'avait ? Ouais, bravo. Voilà, c'est l'ancêtre du trombone. Alors pourquoi j'ai pris ces 4 exemples-là ? Parce là, on est sur la représentation mentale. Une assiette creuse, un enfant, en fait, une personne aveugle, elle va pouvoir toucher, parce que c'est dans ce qu'on dit, c'est dans l'espace brachial, c'est dans son espace des bras. Elle va pouvoir toucher et se faire une image, même si elle ne la voit pas. Parce que là, l'idée, c'est que vous êtes tous bons, vous avez vu ? Vous avez tous fait une image sans voir. C'est-à-dire que vous avez construit l'image sans la voir. Un enfant, lui, il va avoir besoin de la toucher, l'assiette, pour la voir. Une voiture, c'est plus compliqué. Parce qu'il va devoir, en fait, la toucher en partie et se décaler
et après mémoriser la première partie de la voiture, plus après toucher la deuxième, la troisième et ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il mémorise et qu'il reconstruise mentalement la voiture. Mais il peut le mémoriser avec un jouet. Alors, évidemment, c'est là où je voulais en venir, d'où la nécessité des maquettes, des petites voitures, etc. Mais pour après se rendre compte de la taille d'une voiture, etc., il va être obligé de faire cet effort-là, de toucher pour se rendre compte. Un rapport d'échelle aussi, oui. Mais il y a des fois, là par exemple, pour la Tour Eiffel, vous avez beau faire toucher toutes les maquettes de Tour Eiffel que vous voulez, le rapport d'échelle, alors oui, on peut le faire avec un petit bonhomme pour se représenter. Voilà, oui. Mais voilà, ça prouve que voilà, en un clin d'œil, on peut voir une voiture et généraliser le concept de voiture. Après, quand ça dépasse et c'est très très grand, c'est beaucoup plus compliqué. On peut aller au pied de la Tour Eiffel, toucher un bout du pied, ça ne va pas faire grand-chose. Et quand on a une représentation, l'évocation du mot fait apparaître l'image. Mais quand on n'a pas le mot, on n'a pas le sens du mot, on n'a pas l'image du mot, on ne sait que bout, on ne sait pas ce que c'est, et bien là c'est le grand vide. C'est tout le problème peut-être aussi de l'inclusion actuellement, où les élèves déficients visuels sont en classe. Dans des classes de 30, les profs, ils distribuent leur savoir, mais il y a plein de mots que les enfants n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas de représentation, ou une représentation qui est un peu faussée ou qui n'est pas juste. Quand on travaille sur le Moyen-Âge, les châteaux forts, tous les mots techniques, etc., les enfants, ils sont perdus. Donc ça pose effectivement les limites de ça, et comment on fait pour pallier ce manque dont je parlais aussi initialement, parce qu'ils ont du retard en termes de représentation mentale. Donc c'est pour ça que on ne voit pas avec les yeux, mais avec son cerveau. La preuve, c'est que là, vous n'avez pas vu tous les objets, mais vous les avez bien vus quand même. Donc en fait, chez la personne aveugle et malvoyante, en fait, ce qu'on va faire, nous, instructeurs de locomotion, c'est qu'on va mobiliser et on va l'aider à associer toutes ses capacités sensorielles. Alors, mais aussi intellectuelles, c'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, la mémoire, mais aussi la logique, le verbal, le vocabulaire, émotionnelle aussi, et sociale, pour construire une image mentale la plus fidèle possible de la réalité. Même avec 1/20, on arrive à voir... alors 1/20, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la cécité légale. On est considéré comme personne aveugle. Ceci étant, on a des possibilités visuelles que nous, on va développer, c'est ce qu'on appelle le développement de la vision fonctionnelle. C'est aider la personne à voir même ce qu'elle perçoit et à identifier ce qu'elle perçoit. Si je vois un truc jaune au coin d'une rue, à 2-3 mètres, eh ben, ok, mais si tu vois une fois, 2 fois, ça a de fortes chances pour que ce soit une boîte aux lettres. Ou voilà, une borne incendie rouge dans un coin, etc. Et on va essayer de développer un maximum ça, c'est très précieux. Les autres sens, ça va être l'audition. L'audition, c'est le premier sens qui vient compenser la vue. Moi, j'étais à une conférence de la FISAF, qui est une association des instituts pour déficients visuels, et un spécialiste qui est venu nous parler, un neurologue, il disait qu'en fait, il y avait même une transformation du cerveau, c'est-à-dire que l'aire visuelle était envahi, le mot n'est pas juste, mais je veux dire que les neurones de l'aire auditive migraient dans l'aire visuelle pour justement occuper cet espace qui n'était pas utilisé en fait. Donc on va apprendre à la personne à écouter, voilà, notamment les trajectoires dans la rue, ça va être les trajectoires de voitures, ça va être les bruits, ça va être quand la canne va taper sur tel type de matériau, ça va faire tel bruit. Au début, on ne sait pas, il faut différencier les sons. Le problème, c'est s'il y a un camion qui passe ou une moto, je suis obligée de m'arrêter parce que j'aime bien. Voilà. Il faut reconnecter d'autres choses. Voilà. Pour repartir. C'est ça. À un moment donné, c'est un masquage, il y a un masquage auditif qui fait que c'est parasite. Voilà. Mais quand on veut traverser une route, c'est ce qu'on apprend aux jeunes, quand on veut traverser la route à un jeune aveugle, eh ben en fait, le dessin qui va se faire dans la tête, la représentation qui va se faire du carrefour, eh ben c'est bien par rapport au flux des voitures. Donc quand on nous dit maintenant, on va supprimer les voitures au centre-ville, on va supprimer les trottoirs au centre-ville, et ça me pose question. Le troisième sens, ça va être le toucher. Ça va être le toucher direct. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. J'ai amené ici plein de plans. Donc des plans qui ont été faits essentiellement par Philippe Henkel, qui est mon ancien collègue, qui est parti en retraite et qui est vraiment un artiste, parce qu'il fait tout ça avec des matériaux de récupération. Et il a fait des focus
sur certaines zones de Besançon, empruntées par nos élèves déficients visuels. Et je trouve que c'est vraiment de l'art. Franchement, il a très bien travaillé. Ensuite, il y a le toucher direct. Le toucher indirect, c'est le toucher avec la canne. Hein, la canne, quand elle va... la canne, en fait, c'est un petit embout avec, qui est fixé en bout de la canne, qui est fixé sur roulement à vis. Hein, celui-là ne tombe pas bien. Et en fait, en fonction de la qualité du sol, ça ne fera pas le même bruit, il n'y aura pas le même rendu, parce que les vibrations de la canne vont être transmises à la main, qui vont être transmises au bras, qui vont être transmises au cerveau. Et du coup, ça va nous donner de l'information si on est sur un revêtement assez glissant, ou alors sur des pavés, ou alors sur des dalles, ou alors sur du sable, ou alors sur de l'herbe. Voilà. Et ça peut devenir un élément de repère pour la personne déficiente visuelle qui va pouvoir se dire « Ah, je suis dans telle rue ou dans tel endroit de cette rue ». Ensuite, il y a le podotactile. Podo, pied, tactile, je touche avec les pieds. Et là, c'est pareil. Tout ce qui est changement de texture, un petit peu comme avec la canne, hein, en fait, je vais le ressentir avec les pieds et ça va me donner de l'information. Il y a tout ce qui est kinesthésique. Le kinesthésique, c'est ce qui permet de sentir quand ça monte, quand ça descend, s'il y a un dévers à gauche, s'il y a un dévers à droite, tout ce qui est abaissé de trottoir, que nous on appelle les bateaux. Tout ça, en fait, c'est précieux pour les personnes déficientes visuelles parce que, au bout de 3 bateaux, 3 abaissés de trottoir, je sais que je vais trouver le médecin ou je vais trouver ma boulangerie, etc. Ensuite, il y a le sens des masses. Le sens des masses, c'est un sens qu'on a tous mais qu'on n'utilise pas parce qu'une fois de plus, c'est la vue qui domine. En fait, elle est localisée vraisemblablement dans l'oreille interne. Voilà. Vestibulaire. Et voilà. Et puis, en fait, elle nous permet de détecter soit les obstacles, un mur, ou alors un trou dans un mur, une porte, les vides. Donc, alors en frontal, donc devant nous, ou alors en latéral, à gauche, à droite, ou alors au-dessus. Si je passe sous un tunnel, si je passe sous une porte cochère, je vais sentir que le plafond, le ciel va baisser. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Et là, alors pour certains, ceux qui connaissent Younes, qui a assisté à notre première réunion, lui, c'est vraiment un pro, quoi. Lui, il marche sur le trottoir, il passe à côté des voitures en stationnement, il me fait... Voilà. Il ressent toutes les voitures. Quand on va, par exemple, à Granvelle, il va ressentir les poteaux en pierre. Voilà. Alors évidemment, un petit poteau de signalisation, il ne va pas le sentir, mais ce qui est assez volumineux, il va le ressentir. Quand il était là dans la salle, il savait dire, tiens, il y a tel poteau ici. Il savait, en restant assis à sa table, il savait nous décrire l'espace. Voilà. Ça, c'est Voilà. Il y a deux autres dimensions que je mets qui ne sont pas vraiment des sens à proprement parler, mais c'est ce qu'on appelle aussi le vécu distance. C'est-à-dire qu'on va travailler ça, c'est-à-dire que je sais que je dois aller à tel endroit, mais passer un certain repère ou passer une certaine... C'est un petit peu comme nous quand on va en voiture, on se dit « Ah mais là, quand on ne connaît pas trop, je suis allé trop loin. » On ne sait pas trop, mais voilà. Donc là, il y a des jeunes pour lesquels on travaille ce vécu-là. Et à un moment donné, quand on a fait avec tous ces sens-là et qu'on n'y arrive pas, on fait une demande d'aide. Mais faire une demande d'aide quand on ne voit pas, c'est pas facile. Parce qu'on ne sait pas s'il y a du monde ou pas. Et puis quand il y a du monde, on ne sait pas si les personnes vont être bienveillantes ou pas. Donc moi, j'avais une jeune qui était malvoyante, profonde, et qui me disait, tu sais Jean-Luc, maintenant j'ai trouvé le truc, c'est que je vais, et puis quand je distingue quelque chose qui ressemble à une poussette avec un adulte, et ben généralement je vais vers cette personne-là, parce que c'est une maman, elle sera forcément bienveillante avec moi. Moi je dis pareil à mes enfants qui voient. Ah oui, voilà. Si vous avez un souci, vous allez vers une maman avec des enfants. Voilà. Donc j'ai mis une photo d'un pianiste à côté, parce que j'en parlais avec Anne quand on préparait l'intervention de ce soir, et on se disait finalement on est tous un peu pareils, c'est-à-dire qu'on interprète en fait la ville ou la rue, elle nous donne en fait des informations, et après c'est chacun de nous, à partir de sa sensibilité, de ses points forts, de ses points faibles aussi, qu'on va réinterpréter finalement la ville et qu'on va construire sa représentation de la ville à partir de ses sens. Il y a des chiens aussi, il y a un chien dans la
Ouais, alors il va en parler après. Il va en parler dans les outils. C'est pas bien beau, mais... Une petite difficulté dans les rues de Besançon, c'est qu'on manque de piétons. Il faudrait rajouter des piétons. Parce que franchement, c'est pas très très simple quand même. Si vous prenez l'idée d'aller, je sais pas, pour une démarche administrative à la CPAM, je vous souhaite bien du plaisir. Il n'y a pas de piétons dans cette ville. C'est une catastrophe. Moi, je suis plus à l'aise à Paris ou à Lyon parce que là, il y a des piétons. À Besançon, il y a plein de rues où on peut vraiment marcher des plombs sans prendre de piétons. Mais par contre, en écoutant ce que tu dis, sur l'ensemble des sens, moi je me dis qu'on est sacrément, nous, handicapés. Ah oui, parce que finalement on a la vue, mais tout le reste... ouais, c'est ça. Et c'est ça aussi le problème de notre société, c'est qu'on efface tous les autres sens, en fait. Ben voilà. Et c'est là où je dis qu'il faut qu'on soit vigilant, parce que, je vais en parler un petit peu après, mais j'anticipe à peine, mais c'est vrai que là, ce qui se passe pour le centre-ville, le réaménagement du centre-ville de Besançon, c'est que j'ai l'impression qu'une priorité en chasse l'autre. Une priorité chasse l'autre. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'inclusion, priorité. Maintenant, c'est l'urgence climatique, priorité. Donc la priorité, c'est d'éviter les puits de chaleur. Donc il faut arborer partout, mettre des arbres, mettre de la végétation, etc. Mais on va mettre ça sur les trottoirs. Hein, et c'est là où je me dis, mais attention, la priorité d'avant, c'était l'inclusion sociale. Mais si vous mettez de la végétalisation partout, la personne aveugle et malvoyante, elle va faire la boule de billard dans la rue. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Donc là... Ouais. Donc, oui, mais là, je me dis, attention, donc il faut arriver dans une autre dimension où je suis bien conscient, je suis un citoyen comme les autres, de la problématique climatique. Ceci étant, il ne faut pas non plus qu'on oublie aussi ce que je disais, la rue de... Comment ? Gambetta, elle a été créée en 1888. D'accord ? Donc elle a fonctionné pendant 150 ans, ça marchait bien. Je dis attention de ne pas refaire la rue Gambetta pour 150 ans alors que ça ne marchera pas bien. Et c'est ça le truc. Voilà. C'est une urgence, chasse l'autre. Et je trouve que non, il faut entrer dans la complexité et qu'il faut penser ensemble. Penser écologie, mais il faut penser aussi accessibilité. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que des fois on va travailler, nous instructeurs de locomotion, juste sur le toucher de canne. Et un toucher de canne, c'est quelque chose de très fin. C'est pas juste je prends la canne et j'avance. Non, c'est un toucher de canne, ça peut être très fin, on peut devenir très performant avec un toucher de canne. On peut donner plein d'informations. Le kinesthésique, je travaillais encore cette semaine avec une personne pour rentrer dans le magasin pour qu'elle puisse aller faire les courses. Et bien juste un petit dévers, voilà, sur la droite, on n'avait pas senti le premier coup. Et ben en fait, elle l'amenait directement en fait à la porte du magasin. J'ai envie de dire, le commun des mortels, même moi la première fois je ne l'avais pas vu, mais je l'ai senti et pour elle c'était formidable, quoi. Donc c'est vraiment un autre rapport à l'espace et c'est, voilà, les personnes aveugles et malvoyantes ont cette sensibilité-là et moi après il faut la travailler pour... C'est de l'apprentissage, c'est de la mémorisation, quoi. C'est de l'apprentissage, il y a tout un apprentissage à la sensibilisation. Il faut tout retenir dans sa tête. Ah non, c'est pas seulement ça. Alors, oui, il faut mémoriser, mais comme moi, quand je vais travailler, je sais qu'il faut que je passe par telle rue, telle rue, telle rue. Mais après, ça devient presque des automatismes sur des trajets qui sont réguliers. Quand vous apprenez, forcément, il faut mémoriser. Mais après, vous allez enchaîner en fait vos sensations. Là, je vais faire attention à... Je sais que là, ça descend. Je sais que là, j'arrive au bout. Ah, je sens l'ouverture. Donc, sens des masses, je tourne à ma gauche. Je vais faire ma traversée. Je vais repartir à gauche, je sais qu'il y a un trou dans le mur, c'est 2 portes cochères, et après j'avais un petit bateau, et hop, ça m'amène à l'Intermarché. C'est une autre lecture de la ville, mais c'est des fois on travaille isolément chacun des sens, pour qu'il soit performant. Un endroit qui est terrible pour nous, c'est Chalzeul. Quand vous descendez du tram, ils ont fait des longues marches. Ouais. Alors ça descend et c'est tout uniforme la couleur. Je l'ai mise en photo, madame. Il n'y a pas de... Oh ben je n'ai pas vu. Non, mais c'est après. Vous anticipez. Ah bon, d'accord. Mais c'est très bien, vous avez raison, c'est mieux que ça vienne de vous. On ne voit pas les contrastes de la marche. Ouais. Mais il n'y a pas de contraste. C'est tout. C'est un drôle de couleur claire. Mais c'est casse-gueule, ça. Voilà, allez, on continue. Alors, les outils. Voilà, donc, en France, il n'y a que la canne blanche qui est reconnue dans la loi.
D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend... Enfin, on vend. Il y a plus de personnes maintenant, surtout chez les jeunes, qui ont des cannes jaunes plutôt que des cannes blanches. Pourquoi jaunes? Parce qu'elles sont pas aveugles 100%. Voilà. Malvoyants. Parce qu'ils sont malvoyants. Ils sont malvoyants. Voilà. On a la canne blanche. C'est les aveugles, c'est les malvoyants belges qui ne voulaient pas être assimilés aux aveugles. Donc en fait, ils ont demandé à avoir les mêmes qualités techniques de la canne, mais avec un petit film jaune sur la canne. Voilà. Et j'ai mis aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'était aussi parce qu'on est dans le partage de la culture de la déficience visuelle. On travaille beaucoup avec les petits, comme je vous disais, et maintenant on offre des pré-cannes aux petits. Hein, les pré-cannes, voilà, ce sont 2 tubes verticaux, 2 tubes latéraux, des petites roulettes en bas. Et vous voyez, il y a toujours le pas de sécurité entre le bout du pied de la petite fille et, là, et puis la pré-canne. Donc elle a toujours son pas de sécurité, comme le monsieur là-bas, un petit peu plus loin, il a toujours son pas de sécurité. Et ça couvre la largeur de ses épaules. Donc du coup, comme ça, elle peut avancer dans la cour de récréation sans se cogner. Alors après, il y a les chiens guides, évidemment. Alors il y a des personnes ici qui en ont, qui peuvent encore mieux en parler que moi. Voilà. Alors souvent, on nous dit... alors juste pour revenir sur la canne. Une fois, je me suis disputé avec un monsieur. Enfin, disputé. On a discuté. Vous savez, c'est les livreurs qui approvisionnent les bars. Alors le monsieur était tout au fond de son camion, il allait chercher les caisses, il les ramenait sur la palette à l'arrière du camion, et puis moi j'ai mon élève qui arrivait avec sa canne. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte, monsieur, il était sur le trottoir, hein, le monsieur évidemment, avec son camion, et j'ai dit, mais vous vous rendez compte quand même que votre plateau là, il est dangereux, parce que mon élève il va se cogner la tête. Ah non, vous inquiétez pas, les aveugles ils ont un 6e sens, il ne veut pas se prendre. J'ai dit, attendez, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Alors, j'ai fait la démonstration que, avec la canne, mon élève, il allait passer sous son plateau et qu'il allait se prendre l'angle métallique du plateau amovible, là, en plein dans le visage. Mais Voilà. il y avait beaucoup d'accidents. Ouais. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monsieur, là, il a la canne, mais ça protège uniquement la partie inférieure du corps, pas la partie supérieure. Donc, si vous, en tant que citoyen, ce que je dis toujours quand je fais des sensibilisations, et Pierre aussi, on dit toujours, quand vous voyez une personne aveugle qui se déplace dans un espace où il y a un danger en hauteur, eh ben, vous la prévenez, vous l'arrêtez et vous lui dites et vous la guidez pour éviter qu'elle prenne le truc. Parce que ça, c'est un des dangers, on verra tout à l'heure, mais les plus constants quand même dans la vie. Pour en revenir aux chiens guides, souvent on nous dit, surtout les gens qui cherchent en fait des dons pour les associations, donnez, hein, parce que c'est quand même, c'est très bien. Un chien, c'est 25 000 €. Un chien, c'est 25 000 € qui est donné à la personne. Enfin, qui est donné à la personne. Donc en fait, évidemment, le chien ne fait pas tout. Le chien, en fait, il était dressé, il a 50 ordres, et il va permettre à la personne de se déplacer en sécurité, mais c'est la personne aveugle et malvoyante qui sait où elle va et qui commande son chien, en fait. Le chien, il va éviter les obstacles, il va s'arrêter à une bordure de trottoir, il va s'arrêter au-dessus d'un escalier, il va faire plein de choses. Mais non, si vous dites, tiens, amène-moi à la maison d'architecture, non, le chien, il ne pourra pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien que... voilà, après qu'on est à 51e. Ça veut dire que c'est quand même bien la personne en situation, voilà, la personne aveugle ou malvoyante, qui a dans sa tête la représentation de là où elle veut aller. Voilà. Alors un truc qui est bien maintenant, et à Besançon ils vont faire des efforts, c'est tout ce qui est boîtier commande à feu aussi. Hein, c'est des petits boîtiers, on en a là, il y en a plusieurs générations. Donc ça commande en fait la synthèse vocale au carrefour à feu. Donc vous avez 2 messages. Vous avez un message qui est par exemple rouge, piéton rouge, rue de la République. Et à un moment donné, ça va s'arrêter et ça va être une petite ritournelle qui ressemble un petit peu au klaxon du tram. Ça veut dire que c'est vert. Avant, c'était 2 messages vocaux, mais les personnes qui souffrent d'une surdité partielle ne comprenaient pas en fait le sens du message. Donc ça marche plutôt bien. C'est 46 € à Besançon, garantie à vie. Et si vous le ramenez, on vous redonne votre chèque. Je le dis, ça peut intéresser des personnes. Excusez-moi, j'ai juste une question. Oui. Par rapport à l'entraide ou à l'alerte vis-à-vis d'un danger imminent, ouais.
qu'est-ce qu'on doit dire? Je m'adresse aux gens qui sont susceptibles d'être aidés. En 2 mots, qu'est-ce qu'on doit dire? Parce qu'on a tendance à dire attention, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on doit dire exactement pour que la personne sache qu'on s'adresse à elle et que le danger est imminent, qu'elle doit s'arrêter sans être comminatoire et dire arrêtez-vous? Qu'est-ce qu'on doit dire? Stop. Je ne sais pas, messieurs, dames, qui est en situation de... Comment... Parce que je me suis déjà posé la question et je me dis, moi je suis bien démuni, si je suis à 2 mètres, je dis quoi pour que le danger, il est imminent, j'entends. Hein. Oh bah, comme dit Pierre. Rester naturel et dire bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Oui, c'est ça. Si c'est imminent, il faut dire stop. Hein. Arrêtez-vous. S'il est prêt à se prendre le plateau métallique, vous dites stop, arrêtez-vous. Et vous allez, vous expliquez la situation, vous faites toucher éventuellement le danger. Voilà. On a parfois l'impression aussi de déranger les aveugles dans leur... Ouais, alors c'est une bonne question qu'a François. Alors, on va poser la question aux personnes du coup. Parce que on a parfois l'impression de déranger les aveugles dans leur appréhension, dans leur démarche. Ils ont une démarche vis-à-vis d'un carrefour ou d'un passage à clouter. Souvent, on hésite à les aider, ou à leur proposer notre aide, parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans un flux d'analyse et que notre intervention peut les gêner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant, il faut proposer son aide. Il faut surtout pas ne pas faire parce qu'on est pas mal confronté aussi qu'il y a des gens qui veulent bien faire. Et du coup, ils vont prendre la personne aveugle, la faire traverser. Sans lui dire bonjour la laisser son... Alors que la personne n'a pas déterminé. Il faut commencer par dire je suis une maman. Il faut rassurer la personne déjà, la mettre en confiance. Mais vous avez raison, monsieur, parce que c'est vrai que une personne qui veut qui analyse son carrefour, elle a besoin de temps, elle a besoin qu'il y ait des flux de voitures pour se positionner. C'est pas qu'elle ne sait pas faire, c'est qu'elle a peut-être besoin forcément de temps plus que nous qui voyons. Après, comme disait Anne, vous pouvez aller vers elle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Proposez simplement. Mais à l'inverse, c'est les choses autrement. Moi, j'ai circulé avec Anne, puis moi, je suis très distraite, donc je ne vois pas tout. C'est beaucoup plus dangereux de Et donc, c'est Anne qui me dit, mais fais gaffe là, mais il faut faire attention, là, il y a une voiture qui arrive, et tout ça. Et en fait, moi, c'est l'expérience, vivre une déambulation urbaine, je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué. Vivre une déambulation urbaine avec une personne malvoyante ou non-voyante, vous apprend à voir les choses autrement, à voir ce que vous n'avez jamais vu, à entendre les choses auxquelles vous ne faites pas attention, et à percevoir des références de la ville que vous n'avez jamais, dont vous n'avez jamais pris conscience. Et je pense que ça, il faut vraiment faire cette expérience. C'est une expérience de la perception qui me semble hyper importante. Moi, quand je quitte Anne, je me dis, je n'ai rien vu, je ne sais pas voir. Et c'est assez troublant, ça, comme expérience. Vous voulez pas me donner vos yeux, les fois? Pardon? Vous ne savez pas. Je vois mal. Je dois vous le dire aussi, j'ai aussi ce... Il y a des expériences à faire aussi. C'est aller dans les repas dans le noir. Oui, il faut le faire. C'est très intéressant. Oui, mais on a fait cette expérience grâce à Anne qui nous a emmenés à 2 spectacles et nous l'avons fait en aveugle, c'est-à-dire sans jamais ouvrir les yeux dans le spectacle et en participant, en se demandant ce qu'on... Là, c'est manger dans le noir. Donc, il y a des... Ah oui, manger dans le noir, ça doit être aussi... Il y a une association ici. Et c'est des non-voyants qui vous servent comme moi au Togo qui organise des repas dans le noir. Où est-ce que c'est? Je vais donner la parole. Je donnerai la parole. Il y a Jean-Luc. C'est Jean-Luc, il est tout au fond là-bas, il s'est caché. C'est Jean-Luc Chabot qui est président de l'association Var au Togo.
Et c'est lui qui organise les repas dans le noir. Donc là, il y a un prochain repas. Jean-Luc, c'est quand? C'est le 9 février, qui était mars, mais c'est déjà complet. C'est complet. Mais il y a on en fera un en mai-juin. Mai-juin, voilà. Certainement au centre de Cézanne. Voilà. C'est une expérience à faire. Vous avez commencé par inviter tous les restaurateurs, je sais. Pardon? Je dis, vous avez commencé par inviter tous les restaurateurs de Besançon. Peut-être pas non plus. Ça serait bon, bien. Non, mais ça serait bien que eux, les premiers. Ce qui est très intriguant pour quelqu'un qui voit, c'est d'imaginer comment quelqu'un qui n'a jamais vu se représente l'espace, alors qu'un aveugle qui devient aveugle avec le temps a souvenir d'espace. Mais comment un aveugle congénital voit-il? Est-ce qu'il ne voit pas précisément? Est-ce qu'il le voit? Est-ce que c'est juste des sensations? Et je sais pas, il ne faut pas trop chercher à trouver chez l'aveugle quelque chose qui ressemblera à ce que vous connaissez vous, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais effectivement, on va se représenter les choses. Tout à l'heure, quand Valérie a pris la parole, moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que le son est tellement diffusé d'une drôle de façon dans cette pièce que je ne savais pas si elle me faisait face ou pas. J'ai trouvé ça très étonnant, ça m'a beaucoup intrigué. Et en fait, on ne peut pas se représenter les choses de la même façon que vous, mais on se représente avec tout notre monde intérieur, de chaleur de l'air, de l'odeur, de la hauteur de la pièce, l'effet de masse dont il a été question. C'est juste que c'est pas transposable sur les couleurs, les formes. Ce sont juste des autres critères, il y a juste ça à accepter. C'est juste, par exemple, quelqu'un qui parle anglais et l'autre français. Et donc vous avez perçu qu'il y avait des voûtes ici? J'ai fini par le déduire, mais j'étais pas très sûr, donc ça m'a été confirmé après par ma voisine de droite. Parce que pour moi, c'était pas clair que c'était des voûtes. C'était clair qu'il y avait une forme étrange, mais j'aurais pas su nommer que c'était des voûtes. Parce que le son propage. Et puis c'était pas, à la limite, c'était pas grave si je le savais pas, mais j'étais intrigué par l'expérience sonore, et j'aime bien être intrigué, et ça me gêne pas de pas comprendre tout de suite. C'est ça aussi qui est important pour moi, c'est que il y a quelques temps, il y a 10 ans de ça, j'aurais été furieux de ne pas accéder aux mêmes choses que les voyants. Maintenant, j'accède à ma façon, d'une façon qui m'est propre. Il ne faut pas être sûr, il ne faut pas vouloir être certain que ce que vous avez exprimé a été compris avec ce que vous avez voulu me dire, mais il faut être sûr que j'en ai fait mon affaire et que ça va bien m'aller comme ça. Vous êtes un aveugle de naissance? Ah oui, puis je crois que ça va durer. Et alors, donc, quand il s'agit de la tour Eiffel, on a eu des miniatures dans les mains, mais quand je suis allé visiter des temples au Japon, j'ai pas réussi à en tenir un entier dans ma main. Et pourtant, je m'en suis fait mon affaire, et ça m'a beaucoup aidé à lâcher sur cette affaire de voir ou ne pas voir. C'est juste pas transposable. Oui, vous avez des perceptions que les autres n'ont pas. Peu importe, on a des perceptions et on en fait ce qu'on a. Vous avez des perceptions que je n'ai pas, j'en ai que vous n'avez pas. Et ce qui est important, c'est que si vous décrivez un truc, ça va m'intéresser. C'est tout. Oui, mais moi je pense que c'est vraiment dans les deux sens en fait. Enfin, nous, c'est ce qu'on a dit avec Valérie, c'est que ce que vous... Enfin, moi je trouve que c'est hyper intéressant de vous entendre aussi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées ou qu'on... Enfin, moi, je suis assez sensible à la question des enfants, parce que les enfants très sensibles, ils ne sont pas non plus tellement adaptés pour vivre, je le dis comme ça, mais pour vivre dans la société. Parce que du coup, tous ces sens qu'ils vont utiliser, on les met de côté, on les éteint. Cela dit, je n'ai pas pu décrire le son, puisque vous m'embarquez là-dessus. Je ne peux pas plus vous décrire la forme de son que j'ai entendue en entendant Valérie parler, que vous sauriez me décrire le bleu. C'est juste une qualité, c'est tout. Vous me dites bleu, je le prends pour argent comptant, elle dit que c'est bleu, et ça me permettra plus tard de restituer la description en disant parce qu'elle m'a décrit est bleu. Même si moi je ne sais pas ce que c'est que le bleu, alors je mens un petit peu parce que j'ai vu des couleurs de jouets, mais ça m'aide pas beaucoup dans le quotidien aujourd'hui. Mais même si ça reste un concept, on sait que cette chose-là est bleue, ou que cette autre chose-là est verte, et c'est tout, on associe les choses, mais je ne peux pas plus décrire la forme de son. C'est juste dire, tiens, c'est agréable, c'est enveloppant, c'est dans plein de directions. C'est pour ça que je n'ai pas su dire si Valérie était face à moi ou pas. Et c'est ça qui m'a intrigué, c'était très mystérieux pour moi. J'aurais pu imaginer que personne ne me voyait la première interlocutrice de
de la soirée tout à l'heure. C'était très drôle. C'est David qui parle? Bravo Michel, quelle oreille. Voilà, ça c'est un truc d'aveugle. J'ai reconnu la voix. Quelle oreille, Michel. Est-ce que ça vous apporte quelque chose qu'on vous montre par le toucher la forme que... Et à Valérie. David, vous êtes kiné, donc vous connaissez les corps et vous connaissez Excellent kiné. Vous connaissez, c'est très important, le corps dans l'espace, mais le corps je crois que j'ai là. dénoncé. Vous avez, alors que nous, on ne se met pas à caresser tout le monde comme ça dans la vous connaissez les gens beaucoup plus facilement. Non, mais même si on touche, on n'a pas la globalité, hein, ça ne changera rien à l'affaire. On n'a pas les traits du visage, on n'a pas l'expression, on n'a pas les proportions, ça ne changera à peu près rien à l'affaire. Par contre, moi, je me dis, quand on va faire des visites, quand on va bientôt faire des visites architecturales, paysagères et autres, ça va être un moment où on va échanger, c'est-à-dire que nous, on va par exemple parler de l'espace. Et on va le parler avec une intelligence, avec une culture, dans un contexte historique, dans un contexte du sens et du langage architectural. Donc, quelque part, je me dis que cet espace, nous, on va vous le faire comprendre par rapport à sa genèse, à son sens. Et je pense que ça, c'est un élément de communication qui est tout à fait important. Et que nous, en tant qu'architectes, nous possédons, puisque les architectes construisent, c'est-à-dire qu'ils vont construire le sens de l'espace. Et j'espère que ça sera un moment de dialogue, même si voilà, l'espace, vous ne le voyez pas. La compréhension et l'intelligence, la raison de l'espace, c'est un élément de dialogue pour nous. Ah, mais bien sûr, les deux perceptions vont s'additionner. Oui, exactement. On va passer des bons moments ensemble. Donc je continue, on arrive bientôt à la fin. Ce sont les autres outils pour aider à la représentation. Donc en locomotion, on va utiliser beaucoup la plaque aimantée. Donc c'est une petite plaque et on a des aimants de tailles différentes, de formes différentes, de couleurs différentes pour les jeunes malvoyants. Et c'est l'enfant en fait qui va construire sa propre représentation. L'avantage, c'est que voilà, on ne se trompe pas. C'est juste l'aimant, on l'a peut-être pas forcément mis dans le bon endroit, on apprend. On fait de la géométrie en fait dans la rue. Et ça, c'est très bien parce que contrairement aux deux autres, alors après il y a deux autres supports, c'est les plans et les maquettes. Alors le plan, comment? Le même support que nous en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc les plans, ben voilà, c'est figé. Donc ça veut dire que déjà, il faut déjà que la personne, l'enfant, il est déjà avec quelques notions. Et nous, on aime bien quand c'est l'enfant qui fait déjà, qui crée sa propre représentation. Après, quand c'est fait, ben, on va beaucoup plus vite. On passe sur des plans déjà tout faits, comme ceux que je vous ai amenés là. Et après, ben, quand on va les visiter, effectivement, à la citadelle, on va s'appuyer sur des maquettes. Voilà, pour avoir une représentation globale. Alors, là, j'ai mis dans les outils, j'ai mis aussi une méthode. La méthode, alors une méthode particulière qui s'appelle les trajets par explication. J'entre à peine techniques locaux, mais c'était pour montrer qu'il fallait dégager les deux côtés, des deux trottoirs. Imaginons des jeunes qui sont au collège Lumière, au point orange, et ils doivent aller, ils ont le temps, ils vont aller au KFC, qui est à l'angle de la rue des Granges et de la rue de la République. Voilà. Simplement, la personne, le jeune aveugle et malvoyant, lui, il ne va pas faire comme nous. Il ne va pas se balader comme il voudra, à gauche, à droite, en fonction des magasins, des vitrines, etc. Pour aller, en fait, il va prendre le trajet bleu. Le trajet bleu, c'est-à-dire qu'il va prendre le trottoir de droite. Il va prendre le trottoir de droite de la rue de Lorraine, d'accord? Et après, il va se dire, ah, mais je dois aller où? Pour aller au KFC, il faut que j'aille à droite. Donc, ce qu'il va faire, il faut qu'il parte à droite. Donc, il va se mettre sur le trottoir de droite parce qu'il faut qu'il anticipe déjà la rue Morand. Et il va falloir qu'il tourne sur la rue Morand. Une fois qu'il est il va traverser sa rue Morand. Et après, il va être là. Il va se dire après, est-ce que je vais à droite ou à gauche?
s'il doit aller à droite, il va traverser pour être sur le trottoir de droite. Et après, il va dire le KFC, c'est où? Le KFC, il est plutôt à gauche, il est à gauche de la rue des Granges. Donc, il va traverser pour venir au KFC. Donc, et c'est pour faire son chemin, pour revenir au collège, il va faire le contraire. Il va traverser parce que là, il va falloir qu'il prenne dans la rue Morand, mais il faut qu'il soit sur le trottoir de droite, parce qu'après, il va tourner à droite. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais expliquer un petit peu à la mairie de Besançon, c'est qu'en fait, les personnes aveugles, alors là, quand on a des symétries, ça va, si vous voulez. Mais imaginez que là, ils reviennent par cette route-là, par le même chemin, hein, de la rue des Granges, il la remonte. Il peut très bien louper la rue Morand. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit sur le trottoir de gauche pour trouver la rue Morand. En fait, la rue, c'est le trou. Enfin, c'est le trou. Si là, il continue là, il n'a pas de trou là. Donc, il peut aller très bien au prochain carrefour. Donc, il va se perdre. Donc, en fait, il faut toujours que l'aveugle, quand il se déplace, il soit tout le temps dans la stratégie de dire où est-ce que je vais me positionner pour être du bon côté, pour ne pas louper la route à gauche ou à droite. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que nous, on se déplace, ah bah tiens, je vais aller voir là, il y a une confiserie, là, il y a un magasin de vêtements, là, il y a une bijouterie, là, il y a une librairie. Non, quand on va aller à tel endroit, on y va. Mais dans le déplacement, on va construire son déplacement. Il faut qu'on le projette. D'accord? Et il y a des méthodes particulières. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Et ça fait partie... La locomotion, c'est pas tant apprendre le maniement de la canne, c'est pas tant... Alors, il y a le maniement de la canne, il y a tout ce qui est sens que je vous ai dit précédemment, mais c'est aussi apprendre à se déplacer de façon logique et de toujours savoir où je suis, d'où je viens, où je vais. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Si, voilà. C'est pour ça que ça devient de plus en plus compliqué, des grands espaces. Et voilà. Moi, je vois la place des Révolutions, celui qui a une canne, j'ai payé des prunes pour la traverser. Hein. Exactement. Pendant que mon chien, je traverse. Ouais. Voilà. Ouais. J'y pense à chaque fois que je suis sur cette place avec des pavés partout, il n'y a rien au sol qui nous... Il n'y a pas de voiture, il y a le tram qui passe, je me dis mais comment je pense que c'est une perception générale. Il y a plus de gens qui aiment la place de la Révolution. Ouais. Tout le monde s'y sent perdu. Ouais. Comment? Ah, les ronds-points. Les ronds-points, j'ai pas été trop encore confronté, mais franchement, là, je travaille sur Dole avec une jeune fille qui a un handicap visuel avec aussi un handicap intellectuel, on va dire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Les voitures arrivent de partout, ça tourne. C'est très compliqué d'avoir un trou de circulation. Un tennis vers le Doubs. Ouais. Ah bah oui, non mais celui-là, il y en a certains, c'est demande d'aide. C'est demande d'aide. Ouais. Oui, il n'y a personne. Oui. Non, mais je sais pas. Il y a des fois, je sais pas. Mais bon, quand je sais pas, je dis sécurité. Alors, je voulais montrer un petit peu justement pour traverser notre ville. Hein. Limite tout va presque bien, mais c'est bien souvent c'est des camions de livraison, des camionnettes. Alors je dis pas que c'est comme ça tout le temps. Là je fais un focus, hein. Mais voilà, les camions de livraison, des fois les motos aussi. Alors je suis motard, hein, mais je vous promets, je me gare pas sur les trottoirs comme ce monsieur. Alors comme je vous ai dit aussi, souvent les panneaux jaunes, c'est des panneaux de déviation, c'est des panneaux ponctuels, et souvent ils sont pas très hauts. Et c'est le même problème, la canne passe dessous et la personne se prend le panneau dans le visage. Après, il y a aussi tout ce qui est grille d'évacuation des eaux pluviales. Et ça, c'est pareil, normalement, c'est réglementé, ça ne doit pas dépasser 2 cm parce que les embouts de canne se prennent dedans et on se prend la canne dans le ventre ou alors on casse sa canne. Ou alors, j'ai entendu encore tout à l'heure que des fois, les cannes, elles se prennent aussi dans les rails des trams. Ça casse. Voilà. Après, là, je fais un petit peu de mauvaise foi parce que ça va être retravaillé. Cette partie-là, c'est la rue à droite, en bas à droite, c'est l'angle de la rue des Granges et de la rue de la République. Et là, quand même, le paradoxe, c'est que le trottoir, il est en dessous du niveau de la route, quoi. Donc, généralement, le trottoir, il est au-dessus du niveau de la route, mais là, c'est en dessous. Mais bon, ils vont le refaire. Mais c'est pour dire quand même, et il n'y a pas de bande podotactile. Et là, il n'y a rien qui vous dit, si vous n'avez pas un bon sens des masses, vous faites un tout droit, là. Et du coup, les bus passent sur... Et les bus, ils passent, là.
Ouais. Et les bus, quand ils tournent en plus, l'avant du bus, il passe vers le Crédit Mutuel, là, et l'arrière du bus, il vous roule sur les pieds. Là, c'est pas top. Hop là, je vais trop vite. Là, alors là, c'est des photos qu'on a prises à Besançon, dans les collèges. Voilà, là, c'est des dessous d'escalier qui ne sont pas condamnés. Donc, c'est la même chose. L'enfant, il va se déplacer, il va aller tout droit. D'ici à ce qu'il ressente la masse du mur devant lui, eh ben, il va se taper, la canne va passer dessous, il va se prendre le rail de l'escalier dans le visage. Après, il y a des escaliers sans bande podotactile aussi. Donc là, il y a un risque de chute. Et puis, en bas à gauche, c'est ce que disait la dame tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand on voit la photo à gauche, on a l'impression que c'est un petit peu toutes des lattes, en fait, qui sont, ou du carrelage, des bandes de carrelage qui sont alignées. Et quand on prend de l'autre côté, c'est-à-dire depuis le bas de l'escalier, on se rend compte qu'en fait, c'est un escalier. En fait, cette photo-là, c'est cette photo-là, depuis le bas. Voilà. C'est Chalzol, madame, c'est celle que vous... C'est celle en sortant du tram, le tram. Voilà, donc quand vous sortez du tram, vous pouvez très bien tomber. Et là aussi, ça c'est la rue des Boucheries. C'est quand on quitte la rue de la Révolution, qu'on va sur le pont battant. Il y a toujours cet espace qui est ouvert là, c'est du gris sur gris. Il n'y a pas de grille qui protège. Et pour descendre dans une cave, c'est quand même dangereux. Et alors, il y a souvent plein de trous dans les trottoirs. Et puis, ils les rebouchent, mais en laissant quelques millimètres, je dirais, qu'on bute là-dedans. Ouais. Moi, je me suis étalée l'autre... il y a un mois ou deux, j'avais la tête comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr, je sais, je constate régulièrement aussi. Alors, juste un truc. Alors, on dit. Juste un truc que j'ai dit, je l'avais écrit, mais je ne l'ai pas dit. Dans les années 80, il y a une étude qui a été menée à Paris sur l'accessibilité du métro. Et les personnes en situation de handicap revendiquaient l'accès au métro. Et les gens de alors je caricature, les gens de la RATP ont dit « Oh, vous êtes des doux rêveurs, accédez au métro, vous n'y arriverez jamais, patati patata. » Il y a des études qui ont été faites, et en fait, ce qui est prouvé, c'est que pour 1% de personnes reconnues en situation de handicap, quand on fait des aménagements, ça aide à 30% de la population. Comment si c'est pas plus, oui. Mais c'est parce que c'est ce que je dis, c'est que faut penser une chose, c'est que il y a ce qu'on a parlé avec la journaliste, il y a le handicap, mais il y a la situation du handicap. Je disais, écoutez, là je suis à l'Est républicain, 2e étage, je suis en fauteuil roulant. Si je viens chez vous, s'il n'y a pas de comment c'est pas accessible. S'il n'y a pas d'ascenseur, je suis une personne handicapée, je ne peux rien faire. Si par contre tout est aménagé, je viens chez vous, il n'y a pas de souci. J'ai beau être une personne handicapée, je ne suis pas en situation de handicap. Et là, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que là, on voit que la photo de gauche, quiconque, je veux dire, même moi, tout le monde, même un bienvoyant, il peut très bien tomber dans ces escaliers. Alors, on va demander de mettre un liseré de couleur blanche ou noire. Une bande de contraste, voilà. Et là, ça servira à tout le monde. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que je dis 30%, ça c'était dans le métro parisien. Mais voilà, et puis demain aussi, ce qu'on dit, on peut être en situation de handicap. Si je vais faire du ski et puis que je me casse la jambe, je vais être peut-être avec des béquilles ou un fauteuil. Donc il ne faut pas penser non plus que le handicapé c'est l'autre. Le handicapé c'est aussi nous. Et c'est des fois des situations qui peuvent nous y amener. Les valides provisoires. Voilà, c'est très bien dit. Valide provisoire. Il y a des dispositions contre les bandes tactiles de l'escalier et le contraste des premières et dernières marches. C'est vrai que c'est utile. Très bien. Ouais. Ah oui, ça c'est bien. C'est très bien. C'est ça. Il n'y a même pas besoin que ce soit spécialement une loi sur le handicap. Oui, très bien. C'est juste, c'est ça. Alors là, c'est pareil. Alors, c'est là aussi que je voulais amener. Alors, l'obstacle suite, c'est. Voilà, il y a des fois, c'est du temporaire et des fois, c'est du permanent. Vous voyez, là, je passe avec la canne, mais là, c'est le tableau d'affichage de la mairie de Besançon. Donc là, celui-là, ça fait un moment qu'il est là. Il y aura une petite baguette à 30 cm dessous. La canne, elle buterait contre et du coup, ça m'éviterait de prendre le panneau.
Voilà. Là où je voulais attirer l'attention sur la deuxième image, c'est que vous voyez, si on réduit, si on enlève les trottoirs, qu'est-ce qui va se passer aussi? Il y a les commerçants qui grignotent un petit peu sur les côtés. Et qu'est-ce que va faire la personne pour descendre la rue Berceau? En fait, elle n'a pas trop le choix. Pour avoir une bande de guidage, eh ben, elle va suivre la rigole, en fait, qui devient une bande de guidage. Donc, c'est vrai que ça la guide, ça va lui permettre de descendre la rue Berceau. Ceci étant, s'il y a une voiture qui arrive à gauche ou à droite, elle va s'aventurer un peu à gauche, à droite, mais elle risque de tomber dans une terrasse ou elle risque de tomber dans un... Voilà. C'est quand même pas super. Les deux photos qui sont en bas, c'était pour dire aussi les obstacles. C'est quand on est voyant, on voit les flaques d'eau. Et quand on est à l'arrêt de bus, on voit les flaques d'eau. Puis quand on voit une voiture, on anticipe, on se protège. Quand on est malvoyant, quand on est aveugle, on se fait asperger. Tu dis je suis mouillé. Et je suis mouillé pour la journée. Voilà. Et puis là, la dernière à droite, celle que j'ai prise, c'est le bout du pont battant, je l'ai prise hier. Et vous voyez, il n'y a pas de bande podotactile. Il n'y a rien qui me dit, si j'avance avec la canne, je peux très bien faire un tout droit. Alors là, j'ai pris juste parce qu'il y avait le tram qui arrivait de la place de la Révolution, mais il aurait très bien pu arriver à gauche. Donc à un moment donné, c'est moi et le tram. Donc voilà, je crois que c'est le tram qui va gagner. Donc voilà, ça montre que... Il y a des fois, je me dis, quand je suis un peu énervé, je dis, mais si on enlevait la rambarde du pont battant, qu'est-ce qu'on ferait? On dirait, oh, urgence, vite, services municipaux, venez mettre une rambarde. Mais là, qu'il n'y ait pas de bande podotactile pour protéger les personnes aveugles et malvoyantes qui peuvent très bien passer sous le tram, ça gêne personne. Oui. Donc ça, c'est des choses qui... Je me dis, voilà, dans la lecture de la ville, la lecture des dangers de la ville, oui, moi je les perçois, mais je ne suis pas le seul, mais je les perçois et je me dis, mais voilà, il y a des choses, on les enlèverait pour les voyants, ils lèveraient les bras au ciel, ça ferait la une de l'Est. Après, il y a 10 ans, ils ont quand même mis 3 clous. Oui, ils ont mis 3 clous, c'est vrai. Il faut passer dessus quand même, il ne faut pas passer en fait. Et là, j'étais allé, alors ce sera mon avant-dernière photo, mais j'étais allé à Montpellier et j'ai fait ces photos parce que je trouvais ça intéressant et intelligent, et pour les architectes aussi, vous voyez, je trouvais ça intéressant parce que le trottoir, il est jaune de part et d'autre, c'est la même couleur. Donc pour une personne malvoyante, c'est repérable. La route, elle est noire, et ce n'est pas des dalles, ce sont des pavés. Donc au niveau visuel, au niveau podotactile, mais surtout au niveau du toucher de canne, on n'a pas le même ressenti. Et ce qui sépare le trottoir de la route, c'est deux petites bandes en blanc, donc là ça contraste bien, et ça fait un petit V, donc on a nos 2 cm de ressaut. Et je trouve ça intelligent parce que ça permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se situer visuellement, mais aussi avec la canne. Ça permet aux personnes en fauteuil de se déplacer, de passer d'un bout à l'autre, d'un trottoir à l'autre, les mamans avec les poussettes, etc. Donc j'ai donné cet exemple-là à la mairie de Besançon, qu'on trouvait qu'effectivement, il y avait peut-être de quoi s'inspirer. Donc c'est possible d'enlever les trottoirs à condition... Ben oui, mais oui, on enlève les trottoirs. Moi, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas 15 cm de trottoir, pourquoi pas. Mais au moins, visuellement, et puis la personne qui marche sur le trottoir, elle va sentir à gauche, elle va voir son sens des masses, à droite, elle peut avoir la petite rigole de 2 cm, elle sait où elle est située. Une voiture passe, elle n'est pas inquiétée. Vous voyez? Je trouvais ça plutôt intelligent. Et on est aussi dans un marquage symbolique. On n'est pas sur du 10 cm, 15 cm physique de trottoir. Mais les espaces sont délimités. Chacun sait où il doit être. L'automobiliste aussi, d'ailleurs. Après, les espaces partagés, comme ils les appellent, c'était fait pour les personnes fragiles et les mettre plus en sécurité que sur des trottoirs et des routes. C'était ça l'objectif de départ. Mais finalement, c'est une mauvaise idée. Alors après, moi, j'aurais fait la remarque, parce que quand vous prenez la rue de l'Orme de Chamard, c'est-à-dire de Chamard, et que vous allez longer le bâtiment de l'hôtel de ville, là, c'est une rue de zone partagée. D'accord? Il y a un beau panneau, 30, avec un petit garçon, un ballon, etc., puis une toute petite voiture. Donc c'est limité à 20 km/h. Allez-y et dites-moi si vous voyez passer une voiture à 20 km/h. Ça veut dire qu'en fait, là, je crois en plus, quand c'est une zone partagée, je crois qu'on peut... Est-ce qu'on peut traverser partout? Est-ce qu'on a obligation de passer sur les passages piétons? Je ne sais plus. Non, normalement, c'est... On peut passer partout. Priorité à piéton. Mais je vous promets de ne pas vous y aventurer. Parce que là... Justement parce qu'il y a les trottoirs. Cyclistes non plus. Parce que du coup, les trottoirs font que...
Oui, la zone des piétons. oui, mais il y a quand même un beau panneau qui dit zone 20. Donc à un moment donné, il faut peut-être... L'aménagement de petit pas en fait. Il n'y a qu'une signalétique, mais il n'y a pas un aménagement. Ben oui, c'est ça, c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'aurais dit. Donc moi je trouve que voilà. Donc il y a des fois, il y a des choses qui sont, on dit ok, c'est protégé et tout, mais en fait dans les faits ça l'est pas quoi. Après c'est un problème aussi de respect de la réglementation. Oui, mais dans cet endroit-là, il y a la même chose pour le cycliste. Il y a un cycliste qui vient de la rue Mégevant, qui va vers la rue Pasteur, a un trottoir partagé avec les piétons. Les piétons qui sortent du palais de justice. Alors, en France, on n'est pas du tout éduqué à la ségrégation entre les piétons et les cyclistes. Donc, le cycliste, il est obligé de s'arrêter de toute façon. Parce que son espace, il est envahi. Donc, je pense qu'il y a une question d'éducation des gens. Il y a à certains moments, il faut qu'il y ait une ségrégation entre les gens les cyclistes et les piétons, et puis peut-être pour les malvoyants, il y a peut-être des endroits, aussi des endroits refuges. Vous voulez dire quoi par endroit refuge? Des endroits où ils peuvent se permettre d'hésiter. Complètement protégés. Il y a des endroits où il n'y a pas des croisements perpétuels. Ah oui. Ah ouais. Je sais pas. Après, intuitivement, on les évite, ces lieux-là. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je sais que je m'aperçois que je fais toujours les mêmes lieux, je ne sais pas pourquoi, mais je sais très bien, c'est qu'ailleurs, je suis en danger. Alors que dans les trucs, même si c'est plus long, que je connais par cœur, je sais que je suis beaucoup plus en sécurité. Oui, je comprends. Vous n'êtes pas la seule à me dire effectivement ça, et je serai à votre place, je ferai comme vous. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est une évidence, quoi. Bah oui, c'est sûr. Alors là, juste c'est ma dernière diapo de. Alors voilà, c'est un petit peu de conclusion. Alors j'ai mis 2 images. Alors j'ai retrouvé une image de la personne aveugle avec un petit garçon là, sous un Porsche, et puis une petite fille qui rentre de l'école. Je le vois comme ça, moi, avec son cartable dans le dos, avec sa petite canne blanche, pour montrer un petit peu l'évolution dans l'histoire. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de Valentin, oui, aujourd'hui, il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits au niveau juridique, au niveau des lois, c'est ce que je vous disais. Mais quand on regarde un petit peu les statistiques, on se dit qu'il y a quand même 50% des personnes déficientes visuelles qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est ce qu'on était vu à la Fédération française des aveugles de France. Et ça pose la question de l'accès au travail, le poste de travail, mais aussi le déplacement pour aller travailler. C'est vrai qu'il y a une meilleure considération des personnes en situation de handicap, mais une fois de plus, c'est vigilance par rapport à leurs droits et puis par rapport à leurs besoins spécifiques qu'il faut faire remonter, qu'il faut diffuser, qu'il faut communiquer dessus. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau technique. Je pense, moi je vois nos jeunes maintenant qui avant travaillaient à la Perkins, c'était une grosse machine, ça faisait du bruit quand ils prenaient des notes. Maintenant, c'est des ordinateurs braille. Hein, donc c'est vrai que quand ils sont dans une classe de 30, ça ne s'entend pas. Donc il y a beaucoup de progrès qui ont été faits de ce niveau-là. Des synthèses vocales aussi sur les ordinateurs, sur les téléphones et tout. Il y a pas mal de normes qui ont été faites. Au niveau institutionnel, alors j'ai pris juste un niveau local, mais c'est vrai qu'il y a la commission intercommunale d'accessibilité, la CIA et les groupes d'experts d'usage, comme disait Gérard, qui nous permet de nous rencontrer entre toutes les familles de handicap, avec les élus, avec les ingénieurs, les concepteurs, les architectes, etc. Et puis les administratifs, donc usagers et puis représentants des usagers. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que ça nous permet de communiquer. Mais il y a quand même aussi, je trouve, pas mal de choses à faire. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, j'ai l'impression que la loi 2005 n'est pas passée et qu'il y a des enseignants qui se posent encore des questions de se dire mais qu'est-ce que ce petit fait encore de ma classe? Mais il serait bien mieux chez vous. Et je me dis, voilà, on est quand même en 2023, la loi elle est passée en 2005, ça fait bientôt 20 ans. Ouais. Alors en termes de formation, moi j'y serais avec un Pontarlier, avec un jeune instit, il me dit mais on ne voit pas du tout ça en formation. Il était dans une CLEX. Il me dit, c'est pas envisagé. Je me dis, ouais, il y a quand même un gros problème. Tant dans le médico-social, il y a eu des avancées. J'ai l'impression que dans l'éducation nationale, il y a du retard. Hein, bientôt, les écoles vont revenir. Les écoles. Pour handicapés.
Ben, c'est une question après, voilà, à voir, hein, c'est le débat, mais... Il y a de grandes chances. Voilà. Ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Ben, après, c'est ce que j'ai mis aussi, hein, c'est les élèves par classe. Est-ce que Yvette Atwell, qui est une grande psychologue qui s'est intéressée beaucoup aux aveugles, qui a écrit beaucoup de livres dessus, elle disait, c'est vrai qu'il faut des petites classes, il faut que les enfants puissent toucher, il faut que... Et c'est vrai, quand on est dans une classe de 30, et puis qu'il faut changer de salle de classe toutes les heures, ça pose question. Il va falloir que l'éducation nationale se pose la question par rapport à ça. Les enfants sont accompagnés par des AESH. Normal. Oui. Face à leur classe, c'est pas de l'autonomie.